Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare, site sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching. Lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Arthur, alias Ashoka 2A, propriétaire d'une superbe galerie et habitué aux victoires et podiums en SO5 football. Mais j'ai demandé à la communauté de me proposer des managers qui voudraient avoir sur le podcast. Celui qui a recueilli le plus de suffrages et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui est Fabrice, alias Fab Sorare, créateur de contenu et manager très apprécié dans la communauté. Salut Fabrice. Salut Mehdi. Écoute, je suis très content d'être avec toi, que tu puisses participer à ce podcast. Tu étais la personne, je l'ai dit en introduction, qu'on avait fait un petit suffrage là sur Twitter, quels sont les managers que voudraient bien avoir, et c'est toi qui étais sorti haut la main vainqueur. Et la chose un peu spéciale, c'est que je ne te connaissais pas plus que ça, excuse-moi. Donc je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui et de te découvrir également. Très content également, très flatté aussi d'avoir été nommé par pas mal de membres de la commu, et très content de faire ce podcast avec toi, et je sais qu'on va passer un super moment ensemble. J'en suis certain. Surtout qu'on a quand même pas mal échangé, et pas que sur Sorare ces derniers jours. Donc on va aborder un peu tout ça aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors côté vie privée, on va commencer par ça. C'est vrai que je partage pas souvent ma vie privée, mais je m'appelle Fabrice, 35 ans, à côté de Bordeaux, papa d'une merveilleuse petite fille et amoureux d'une femme fantastique. Il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on oublie trop souvent les compagnes dans Sorare. Et c'est du vrai. coup, côté pro, j'ai pas mal travaillé en hôtellerie-restauration. J'ai fait un petit peu tous les boulots, que ça soit serveur, cuistot, barman, veilleur de nuit, réceptionniste, même dans les séminaires. Donc j'ai un peu baroudé dans les hôtels étoilés. Et depuis peu, grâce à mon ancien patron et aussi ma femme qui me soutient, je me suis lancé donc dans un projet qui me tient très à cœur, qui est hors Sorare, qui devrait voir le jour cet été. Et je passe beaucoup de temps sur Sorare également depuis que j'ai pu avoir plus de temps pour tout ça. Donc hôtellerie, restauration, donc cuisinier, commis, t'as fait des études là-dedans ? Ouais, j'ai fait mon bac pro hôtellerie restauration. J'étais pas trop moi, les chiffres, les trucs comme ça, c'était pas trop mon truc. C'était plus les relations humaines ou ce domaine-là un petit peu. Et c'est vrai que l'hôtellerie restauration m'a tout de suite plu, déjà au niveau des études. Et derrière, ouais, j'ai fait un petit peu tout, et c'est un métier qui me plaît. C'est beaucoup de taf, beaucoup de travail. Les gens le savent en général, mais ça m'a apporté une énorme expérience de vie, je peux dire, et beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses sympas sur les 15 années que j'ai bossé en hôtellerie-restauration, quoi. Ah oui, quand même 15 ans. Et donc t'as dit hôtel étoilé ou restaurant étoilé ? Les deux. J'ai fait des hôtels. Alors j'ai fait le restaurant. Là, c'était une petite anecdote que je t'avais touché un mot. C'est avec Philippe Etchebest. J'avais fait des stages. Mon dernier stage en hôtellerie-restauration, c'était dans le restaurant à l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion avec Philippe Etchebest. Et c'était vraiment une expérience. C'est vrai que ça te forge quand même le caractère quand t'as 17-18 ans d'aller travailler. Il a le même caractère que dans ses émissions en réalité, ou il est pire, ou il est plus sympa ? Ah, c'est un chef, dans le cadre dans lequel je l'ai connu, si tu bosses bien, il t'a à la bonne. Moi, c'est vrai que je l'avais dépanné au tout début à la plonge. Le plongeur, c'était une petite anecdote, le plongeur a été malade au dernier moment, il était tombé en rate de plongeur. Du coup, j'avais pris la place de plongeur, j'étais serveur moi à cette époque, et du coup il m'avait eu un petit peu à la bonne tout le reste du stage. Donc pour moi ça se passait bien. Par contre, des fois ça chauffait dur, quoi. Mais il n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui, hein. Ouais. Mais il était déjà étoilé ou pas ? Il avait une étoile, ouais, je crois, et il est visé sa deuxième, il me semble. Okay. Mais c'est tout. Et quoi, t'as déjà cuisiné pour d'autres ou servi d'autres personnes assez connues ? Alors alors pas servi, mais j'ai des anecdotes marrantes quand j'étais en réception à l'hôtel, dans un hôtel à Mérignac à côté de l'aéroport. C'est un hôtel étoilé aussi. J'ai vu, c'est vrai qu'on avait pas mal de stars entre guillemets. J'avais des Jamel Debbouze que j'ai ramené en catastrophe à l'aéroport, où on s'était bien marré sur le temps du trajet. J'ai vu des Booba qui étaient un peu fatigués après une grosse soirée, et tout son groupe. J'en oublie beaucoup au fur et à mesure du temps, mais j'ai pas, même une Sophie d'avant qui est sur France 2. J'espère que j'aurai pas de soucis par rapport à ça, mais que j'avais été dans sa chambre parce qu'il y avait un problème de chauffage. Elle était pas très contente, elle était en peignoir, elle avait froid. J'avais passé 5 mauvaises minutes, je me rappelle ce jour-là. T'avais pris pour tout le monde, quoi. Un petit peu, ouais. C'est souvent le cas.
Ah bah c'est chouette, t'as une vie bien riche là-dedans, et ton projet sans le dévoiler, ça tourne aussi dans le même secteur? Alors c'est toujours de la création de contenu hors Sorare. Après je continuerai Sorare quoi qu'il arrive parce que c'est vraiment une passion. Mais c'est vraiment hors Sorare, de la création de contenu, de la création vidéo et plus tard des live Twitch. Mais voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Ça devrait voir le jour cet été. J'en parlerai en premier à ma commu déjà proche et après j'en parlerai un petit peu à tout le monde. Donc tu bifurques quand même assez radicalement, et le fait quoi, c'est le fait d'avoir été créateur de contenu, enfin de l'être toujours sur Sorare, qui t'a donné l'idée de pourquoi pas continuer là-dedans dans un autre domaine. Exactement. T'as touché en plein dans le mille. C'est vraiment, j'ai commencé la création de contenu avec mon boulot, c'était compliqué, mais j'aimais tellement ça, j'ai commencé à vraiment aimer le montage vidéo, à apprendre petit à petit à côté pour justement mon futur contenu, et j'ai pas mal bossé dessus, j'ai pas mal économisé aussi parce qu'il faut du matériel. Laurent qui s'occupe du son là actuellement sait de quoi je parle, et du coup là il me manque uniquement la caméra, donc de base je vais pas prendre, je pense, une caméra énorme, mais voilà, j'ai pris tout le reste, et donc au niveau du contenu il y a déjà pas mal de trucs écrits, donc il me tarde vraiment de me lancer rapidement, quoi. Génial. Et ton dernier taf, c'était quoi? Parce que tu disais que tu faisais de la création de contenu vidéo. C'était quoi exactement? J'étais chez un traiteur à Mérignac, c'est pareil, à côté de l'aéroport de Bordeaux. J'ai eu la chance de tomber sur un mec formidable qui était mon patron, donc que j'ai rencontré en l'entretien. Je suis resté un peu plus de 3 ans, et qui m'a, tu vois, l'appartement où je vis aujourd'hui ici, c'est grâce à lui. J'habite en face de chez lui, on se voit toujours, et c'est grâce à lui que j'ai pu aussi me lancer, grâce à ma femme aussi qui me soutient dans ce que je fais, et il a vu que j'étais prêt, entre guillemets, à passer à l'étape un petit peu supérieure dans mes projets, et il m'a donné les moyens de le faire, donc voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, et je le remercie, et je le vois toujours. Tu vois, j'ai fait un tennis il y a encore 2 semaines avec lui, et c'est un mec pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Ah bah écoute, super, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ton projet. Donc quoi, tu joues au tennis, tu joues au foot aussi? J'ai fait du foot pendant 12-13 ans quand j'étais plus jeune, et là c'est tennis. Là j'ai un petit peu arrêté ces derniers temps, j'ai eu des problèmes au tendon d'Achille, le problème des synthétiques en MLS aussi, mais là j'ai un peu stoppé. mais j'aimerais m'y remettre parce que j'adore le tennis, j'aime le sport en général, donc voilà, je fais quelques foot avec les potes des fois, mais tranquille en ce moment. Ok, donc si un jour le tennis débarque sur Sorare, tu sautes dessus ou... Ouais. Ah oui. Ah oui, vraiment j'aime avec le foot. Le foot c'est number one, mais le tennis c'est vraiment pas loin. J'adore ça, ouais. Ok, super. Bah, merci pour cette bonne intro. On va attaquer le vif du sujet. Sorare, comment est-ce que tu as connu ce jeu? Alors c'est pareil, c'est marrant. Je pense qu'on va bien se marrer. Je pense dans le podcast il y a des petites histoires sympas. C'est en allant justement travailler le matin chez le traiteur où j'étais devenu cuisinier au fur et à mesure. Au début j'étais plutôt emballeur et livreur chez le traiteur. Là j'étais cuisinier, donc j'embauchais vers 6h, et à 5h30 dans la voiture sur RMC, c'est la chronique d'Anthony Morel. Tu vois, j'ai cherché le nom de la chronique pour le podcast. À chaque fois je disais l'émission là sur RMC le matin, et du coup j'ai entendu qu'il parlait d'une carte qui s'était vendue, tu sais, de Cristiano Ronaldo là, de 200 000, je sais plus combien, et ça alliait le foot, les NFT. J'avais été un peu dans les cryptos il y a quelques années auparavant, et en fait ça réunissait toutes les passions. Le Panini, c'est vrai que moi j'ai pas trop joué à MPG, mais le délire me plaisait, et à partir du moment où j'ai regardé un petit peu, le jour même je suis rentré à la débauche, j'ai regardé, et depuis je n'ai pas quitté, et je ne quitterai jamais. Ah non, t'es aussi affirmatif, tu quitteras jamais? Ah non, c'est sûr, oui, mais si ma galerie tombe à zéro, ce qui arrivera, je pense jamais, le jeu, je suis c'est vraiment devenu une passion Sorare, et tout ce qu'il y a autour, qui est l'aspect communautaire, etc., c'est devenu, enfin, je suis devenu même addict, je peux dire, tu vois, c'est vraiment une drogue pour moi, Sorare, et donc, ouais, je peux affirmer sûr et certain que je ne partirai pas. Ouais, t'es pas le seul à avoir dit ça, je me rappelle Will Smith aussi qui avait dit ça, et mon dernier invité, Ashoka 2A aussi, lui, c'est, avec sa grosse galerie, c'est à la vie, à la mort, et il arrêtera le jour où il n'y a plus de jeu. Donc, j'ai beaucoup aimé les 2 podcasts justement de Germain et de H2OK. J'ai beaucoup aimé leur vision et leur podcast. Et leur optimisme et tout. Exactement. Bah écoute, c'est super parce qu'on en a besoin là, ces derniers temps. Donc c'est vrai que le podcast avec Ashoka a été très bien reçu et apprécié par la communauté. On dit enfin un vent de fraîcheur et d'optimisme. Ben voilà, ça fera deux de suite. Donc tu t'es inscrit, moi je regarde sur SD, sur Ardata, tu t'es inscrit le 24 juin 2021, donc ça va bientôt faire 2 ans. Donc ouais, t'es quand même assez early. Ça fait déjà un bon bout de temps, quoi. T'as déjà connu pas mal de choses sur le jeu. Ouais, j'ai juin, mais après je m'y suis mis véritablement
en septembre après, parce que j'avais pas les fonds. Donc ouais, en juin, et pendant peut-être 3 mois, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur le jeu. J'ai essayé de comprendre. C'est vrai que quand t'arrives, c'est pas que ce soit aujourd'hui ou il y a 2 ans, c'est compliqué, mais ouais, early. Je suis arrivé à la bonne époque, ouais. Ceux qui sont arrivés 1 an après, c'était plus compliqué, ouais, on va dire. Ouais, on va dire ça. On va creuser le sujet tout à l'heure. Et pour terminer ta présentation, alors tes passions, t'en as un peu parlé, mais est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Mes passions, bon après, comme j'ai dit, ma famille, ma femme et ma petite princesse. Après, il y a le. Elle a quel âge ta petite princesse? Elle a 5 ans. Super, c'est le bel âge. Ouais, là c'est l'âge où c'est vrai que ça cogite et ça comprend et ça apprend rapidement. Donc on se régale quoi tous les jours. Toi, tu es papa aussi, donc je me doute que tu me comprends. Et ensuite, le foot qui est lié à Sorare au final maintenant. C'est vrai que foot et Sorare, je consomme le foot avec Sorare totalement. Donc c'est lié. Derrière, t'as tout ce qui, c'est vrai qu'on s'est rejoint sur ça par rapport à tout ce qui est nature. T'as tout ce qui est jardinage. J'aime bien faire des randonnées. Quand c'est la saison des champignons, j'hésite pas à y aller en faisant attention aux chasseurs. Oui, en plus toi t'es dans la bonne région à Bordeaux là, les cèpes etc. C'est à foison là, non? Quand t'as les bons coins, ça va, mais ça change un petit peu. C'est pas tous les ans la même, mais c'est vrai que les cèpes, les girolles et les trompettes de la mort, j'adore ça aussi. On est 2. Je t'en ferai à l'occasion. J'ai à la chasse aux champignons plusieurs fois en automne. Et puis je mets ensuite au congélateur et j'en consomme jusqu'au printemps facilement. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment y aller fort quand c'est sorti pour être tranquille pendant quelques mois derrière. Et encore d'autres choses? Là, un peu, ça rejoint un petit peu la nature, la détection. C'est un truc un peu spécial. Il y a quelques membres de ma commu d'ailleurs qui sont aussi passionnés de ça. C'est la détection de métaux. Donc j'ai un détecteur. C'est pas pour aller sur la plage, c'est pas mon délire. C'est plutôt aller dans les bois, dans les endroits un peu paumés. Et maintenant, c'est vrai que je le fais depuis peu avec ma petite. Donc je me régale encore plus. Et voilà, c'est un vrai kiff. C'est vrai que je collectionne les pièces. C'est un peu un truc de vieux, on va me dire, mais c'est un kiff. Non. Non, c'est vrai, toi aussi, tu collectionnes des pièces. Ouais, mais je suis plus vieux que toi. C'est pour ça que je dis non, c'est pas un truc de vieux. Et voilà, c'est un délire. Et après, tout ce qui est, c'est assez basique, hein, les films, les séries, que ça soit les barbecues. C'est vrai que dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, les barbecues se multiplient un peu trop même avec les potes. Et la cuisine, comme on en a parlé vite fait, c'est vrai que ça soit professionnellement et personnellement, j'adore faire de la cuisine, que ce soit plutôt des pâtisseries où j'ai fait des formations aussi de pizzaiolo, donc j'aime bien faire des pizzas. C'est pareil, j'en fais pas trop souvent, j'abuse pas, mais c'est vraiment un kiff. Et je sais qu'on se rejoint sur on se rejoint sur ce point-là. Je sais que t'es un grand fan de la bonne cuisine. Tout à fait. J'aime beaucoup. Et c'est toi qui cuisines chez toi? Alors non, c'est plutôt ma femme qui cuisine au quotidien. Moi, c'est vrai que c'est plus genre la cuisine du week-end ou avec ma petite pour faire des fondants au chocolat, des crumbles, des rochers coco, des trucs comme ça. Plus de cuisine loisir maintenant, plus qu'avant. Mais non, ma femme est très très bonne cuisinière. Ouais, voilà. Mais très très bonne cuisinière. Ma femme est végétarienne, donc et elle a beaucoup d'imagination et elle cuisine très bien. Donc je me régale aussi sans viande, même si je suis un gros viandard quand même. Ouais, pour les barbecues c'est un peu difficile quand même. Quoique il y a moyen de mettre des betteraves au barbecue avec du chèvre, etc. Moi j'aime bien. Je mange aussi de la viande, mais on dit comme on appelle ça aujourd'hui des flexitariens. Tu vois, j'aime bien manger de la viande, du poisson, mais j'en mange pas trop, pas très souvent, maximum une fois par semaine. Mais quand je mange vraiment de la bonne de qualité. Et la cuisine, j'adore faire ça. En général, c'est moi qui cuisine plus à la maison. J'adore faire ça. Et puis, comme on a pas mal échangé sur les potagers, et d'ailleurs, je fais un peu de pub pour les managers un peu fous qui sont aussi dingues de potagers de permaculture. Il y a Sorare Bargains qui est assez connu sur Twitter, qui a créé un compte Discord où on est 5 pour le moment et on s'échange des tips, donc c'est assez fou. À partir de Sorare, ça a débordé sur d'autres choses passionnantes et qu'on n'aurait pas soupçonné en tout cas auparavant, et c'est vraiment très très chouette. Écoute, super. Et en plus à Bordeaux là il fait magnifique, c'est le printemps, nous on se plaint pas trop, mais chez toi ça doit être top, non? Ah bon, là on se régale. Moi je veux bien l'invitation pour le Discord si t'es ok. Je vais te l'envoyer après l'enregistrement. Tu vois, j'ai commencé un peu en mode freestyle. Moi je suis souvent en mode freestyle dans mon jardin là, un peu de gain de place par rapport à la permaculture, et c'est pareil pour ta chaîne YouTube éphémère aussi, on pourrait faire un peu de pub. Je sais pas si
Ouais, mais elle était vraiment éphémère, quoi. J'ai fait ça. Cool. C'était en plein Covid. J'avais besoin de me changer les idées parce que je travaille dans les EHPAD et j'étais responsable de beaucoup d'EHPAD. Et je commençais à péter les plombs et je me dis je vais me mettre là-dedans, ça va me changer les idées. Ça m'a bien aidé, mais c'est vrai que c'était éphémère parce que c'était ma fille qui s'occupait du montage et un jour elle m'a dit écoute papa c'est bon j'en ai marre et voilà ça en est resté là, mais c'était chouette. Ça s'appelait Le Potager du Nord sans effort et c'était plus dirigé évidemment pour les Belges ou ceux qui vivent Pas-de-Calais, Bretagne, où ils ont disons un climat moins accueillant que le climat du sud. Quoique aujourd'hui, avec la sécheresse et tout, c'est en train de, voilà, tout ça évolue aussi. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a pas mal discuté ces derniers jours, mais surtout par rapport à ça et moins par rapport à Sora pour garder, je vais dire, ce côté naturel sur le podcast. On va revenir évidemment à ton aventure Sora. Qu'est-ce qui t'a poussé et quand est-ce que tu as commencé à créer du contenu Sora? J'ai commencé à créer du contenu, si je te dis pas de bêtises, en janvier 2022. C'est peut-être un mois après. 6 mois après ton inscription. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais commencé avec un petit compte Twitter où je partageais mes cibles. C'est pareil, j'ai une anecdote marrante où j'avais commencé à partager des cibles en MLS. J'avais partagé José Antonio Martinez et Josh Williams. C'était des cibles paliers. J'avais déjà commencé par les cibles pour les teams paliers. Et mes 2 premiers abonnés, c'est Rémi et Anthony, sont devenus aujourd'hui des vrais amis avec qui je discute tous les jours depuis quasiment 2 ans. Génial. Et c'est aussi grâce à eux qui m'ont un petit peu poussé. Et quand j'ai commencé à faire du montage, c'est vrai que je l'ai pas dit dans mes passions ça, mais c'est vrai que le montage c'est vraiment un kiff perso. Et j'ai allié un petit peu les deux. J'ai commencé sans montrer ma tête et puis en fait j'ai eu des bons retours. Il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui sur YouTube notamment. Et du coup voilà, j'étais un petit peu poussé aussi par mes potes et ma femme qui me disait tente, hein, on sait jamais. Et puis je me suis pris un petit peu au jeu et puis voilà, aujourd'hui je regrette pas, on va dire. Super. Et moi j'ai raté tout ça, mais en même temps voilà, j'ai peut-être regardé 3 émissions Twitch ou 5 parce que par manque de temps. Mais par contre, tu m'as rappelé hier, on bifurque un peu nous, tout le podcast un peu comme ça. Il y a une trame et on y revient, on repart. C'est pas grave. Le principal c'est d'avoir une discussion qui soit gaie et intéressante. Et tu m'as envoyé un message. On avait échangé sur Discord il y a en septembre 2021. Et tu m'as répondu, tu m'as envoyé la trame justement là-dessus hier. Et puis je dis mais non c'est pas vrai. On avait échangé. Mais j'ai dit heureusement que j'étais sympa. Et ouais c'était. Mais à l'époque, c'était en septembre, donc c'était 3 mois après. Là, t'avais pas encore commencé à créer du contenu. Non, j'avais pas commencé, mais c'était vraiment mes débuts sur Sora, quoi. Donc, et t'avais été très cool dans la conversation, alors qu'on se connaissait pas du tout. Et je pense que t'avais juste été toi-même, quoi, comme je t'ai dit sur Discord. Et je sais même plus pourquoi c'était. Tu vois, c'était hier, mais ça m'a fait rire de le découvrir quand je t'ai envoyé la trame. Tu m'as dit ce petit bout d'histoire. Ouais, tu m'as dit pour Yamarita, j'ai 004, c'est tout ce que j'ai. Oui. Ça sera bon pour toi. Moi, je t'ai dit ouais, ok pour ta perspicacité. Et puis Didier, on me l'a jamais fait celle-là, c'est cool. Voilà, c'était sympa. Je trouve, écoute, la façon dont tu t'étais exprimé, je me dis, c'est cool, ça me fait marrer. C'est bon, je vais accepter son offre, tu vois. Mais tu vois, et on se retrouve 2 ans plus tard, quasiment à faire ce podcast. C'est quand même marrant. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, on en revient. Inscription juin 2021, donc tu te lances dans la création de contenu 6 mois plus tard. C'est ça. On va parler évidemment de ton début et puis je te poserai quelques questions pour faire le lien avec ton lancement sur YouTube et sur Twitch. Tu as commencé avec quelle somme? Parce qu'aujourd'hui tu as une galerie qui est estimée à un peu plus de 2 Ethers, donc $3,800. Bon, c'est anecdotique. Ouais, j'ai 0,8 après en cash. Je suis en train de faire la bascule en SR, donc je suis vraiment en train de stacker de l'Ether, donc ouais, je suis à peu près à 2,80, je crois, 2,90 à peu près. Ok. Aujourd'hui, tu as 36 cartes limited, 22 cartes rares, tu as un reward winning line-up franchement honnête d'un peu plus de 12%, tu as gagné 50 rewards. Et donc, voilà, tu t'es inscrit au mois de juin. Comment est-ce que tu as appréhendé le jeu au tout début et à quel moment tu t'es dit, ok, j'investis autant et quelle était cette somme, etc. En regardant en juin, donc comme je t'ai dit, le jour où j'ai découvert ça, donc je me suis inscrit. J'ai commencé à regarder pas mal de vidéos YouTube. Je pense qu'il y a pas mal d'invités à toi sur les podcasts qui ont commencé par là, en regardant des vidéos YouTube.
C'est vrai que Twitch, je connaissais pas, j'ai jamais été. Des articles sur Twitter aussi, j'ai essayé d'attraper un peu de contenu à droite à gauche et je me suis forgé moi-même du coup au fur et à mesure sur l'été et au final j'aurais bien investi avant mais je les avais pas donc j'ai économisé pour en septembre investir 3000 € du coup. J'ai investi 3000 € en septembre et après j'étais lancé quoi. Je sais pas si tu veux que je développe derrière. Quelle était ta stratégie quand tu as investi ces 3000? Alors quand j'ai investi à l'époque, parce que j'ai changé de vision, on en parlera je pense tout à l'heure, mais quand j'ai investi vraiment c'était vision rentabilité, investisseur quoi, comme un petit peu ça touche aux crypto etc. Et la team palier c'était vraiment le meilleur moyen et à l'époque c'était très facile avec le gardien commun, tu te rappelles, c'était vraiment... C'était bien, ouais, ça facilitait les choses. Ouais, c'était même limite quand avec le recul tu te dis mais en fait c'était presque de l'argent donné, j'exagère tu vois, mais c'était vraiment, voilà, donc Pendant 2-3 mois, j'ai joué à ça. J'ai joué Team Palier, vraiment que Team Palier Europe. Et derrière, je suis parti en full investissement MLS pour faire de l'achat-revente sur la saisonnalité, sur la trêve en fait. Grâce notamment à mes potes Rémi et Anthony, Anthony qui est quelqu'un qui connaît bien le marché, Rémi qui connaît bien le marché et l'économie du jeu, qui avait dit si on prend des MLS maintenant, elles sont super bas, tu les revends février-mars et c'est exactement ce que j'ai fait et c'est ce qui a fait pump ma galerie en début 2022 du coup, en février-mars quoi. Ah, c'était une très bonne stratégie. Donc tu débarques, donc en fait tu as acheté donc à partir de septembre quand les championnats euros avaient recommencé, donc là t'as légèrement surpayé et mais à côté de ça t'as acheté des joueurs MLS dans l'objectif de les vendre au mois de février. Exactement, je m'étais mis mon full roster, du coup j'avais balancé toutes mes Europes et j'avais mis les 3 cas que j'avais, je sais plus exactement combien j'avais après, c'était en octobre, novembre, peut-être un peu début décembre, et après il y a eu une hype incroyable en début 2022 sur les cartes rares, donc j'en ai gardé un petit peu pour jouer, d'autres j'ai vendu et j'ai vraiment ma galerie qui je sais plus par combien elle a augmenté, elle a peut-être été même multipliée par 2-3, je sais plus exactement, mais en tout cas très très belle époque, c'est une hype quoi, il y a des hypes, il y a des fois des downs, donc là c'était une bonne période. Et t'as continué à réinvestir par rapport à ce boni de vente ou bien t'as retiré une partie ou... À ce moment-là, du coup, j'ai récupéré mon investissement de 3000 €. Donc là, tu joues tranquille, l'esprit tranquille, quoi. Mais au final, plus ou moins, parce qu'en fait, j'ai dû même retirer, peut-être, je te dis une connerie, peut-être 5000 €, j'ai dû retirer, mais derrière, j'ai dû réinvestir. En fait, je réinvestis dès que je peux, dès que j'ai besoin, ou dès que, voilà. Donc, derrière, j'ai un peu perdu le fil des dépenses, mais sur le coup, oui, j'avais vraiment retiré mon invest, ce qui m'a permis d'avoir une autre vision du jeu, du coup, une vision plus fun, et j'étais plus du tout dans la rentabilité. Et mon contenu, il a évolué également vers cette vision-là, quoi. Ok. Et ton contenu, à ce moment-là, tu t'imposais une certaine fréquence, ou bien c'était Twitch et YouTube, ou bien uniquement YouTube dans un premier temps? Parce que tu me dis que tu connaissais pas Twitch. Non, Twitch, j'ai commencé il y a peut-être 1 mois, je crois. Ah oui, ok, c'est tout nouveau. Okay. Ouais, c'est vraiment tout neuf. J'espère te voir un jour sur Twitch aussi, d'ailleurs. Oui, ça serait cool de te voir. Hein. Bref, ça sera à toi d'en parler, mais non, c'était vraiment YouTube, même si au jour d'aujourd'hui, enfin ça je viendrai à la fin, mais c'était vraiment YouTube. J'ai essayé d'en faire peut-être 1-2 vidéos, je crois, par semaine, mais au début c'était du scouting pépite, un peu. Après je faisais des trucs sur l'achat-revente, des trucs comme ça. Je pense qu'aujourd'hui ça a plus lieu d'être. C'était un petit peu peut-être une erreur, oui et non, d'en parler, parce qu'à l'époque ça s'y prêtait quand même, mais ça faisait un peu, tu peux gagner de l'argent facilement et tout, et ça a été une erreur que j'ai regretté derrière, et c'est pour ça que ça fait bien longtemps que j'ai changé mon contenu, que je fais plus ce genre de contenu, et j'invite les créateurs de contenu à plus de lancer ce message en fait de venez, il y a de la rentabilité, tout ça, c'est vraiment venez pour qu'on s'éclate, et puis on verra dans 10 ans où on en est, quoi. Ouais, je te suis parfaitement. Mais c'est vrai que quand il y a tout qui flambe vers le haut sans finalement performer en fantasy, en SO5, il y a tout le monde qui s'excite, et puis les gens viennent, ils sont attirés par ça, et aujourd'hui le changement qui s'effectue vers un jeu, et pourquoi pas, et honnêtement j'y crois, en tout cas à moyen à long terme, un onboarding qui pourra permettre peut-être aux galeries à être revalorisées, et encore c'est pas sûr. Déjà si ça stabilise, ça serait déjà très très bien, et à partir de là il y a vraiment un écosystème qui peut se créer, quoi.
Enfin après c'est vrai qu'on dit ça, mais à l'heure actuelle, un manager qui rentre, c'est vrai que celui qui est rentré début 2022, il a payé cher, mais celui qui rentre aujourd'hui pour se faire un roster limited pour aller toucher les paliers qui n'existait pas en décembre encore là de cette année, ils ont été mis en place, c'est quand même une belle porte d'entrée pour se faire plaisir, hein. Je répète, pas être rentable, mais pour se faire plaisir à moindre coût aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Et donc ta stratégie au début, tu l'as expliqué, donc MLS revente, et là tu t'es refocalisé quoi sur Europe, ou bien t'as gardé quand même des cartes MLS, parce que j'ai lu sur Twitter quand même que tu étais quand même assez bien spécialisé en MLS, donc je présume que t'as continué à aligner des équipes en Amérique après. Ben là, j'en ai gardé une partie pour jouer, et j'ai fait une grosse erreur, comme on en fait tous, et c'est vrai que je l'ai partagé aussi dans mon contenu, je parle de ce qui va pas, et je me suis mis en full limited pour faire de l'achat-revente sur la trêve du coup. Donc en mai-juin, je crois que je me suis mis, j'étais 100% limited pour les revendre août, septembre, octobre, et ça s'est pas passé comme prévu. Les limited n'ont pas hype. J'en ai vendu un petit peu l'été où ça allait, mais après derrière ça a été compliqué, et du coup donc j'ai dit bon, plus jamais 100% limited, surtout avec le roster que j'ai. Et c'est quand, excuse-moi, c'est quand que t'as fait la bascule rare limited? C'était en mai-juin de l'année dernière, de 2022. Ok. C'est là où je les ai pris fin de saison. Je me suis dit je les revendrai début de saison prochaine, comme j'avais fait pour la MLS avec les rares. Et là j'ai fait ça, et ça a pas été le résultat escompté. C'est en juin-juillet justement que la tendance baissière a commencé et a continué jusqu'à aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc voilà. Et j'ai attendu, donc j'ai tout revendu au fur et à mesure. Et septembre-octobre, au final j'ai fait rebelote sur l'année dernière. J'ai repris j'ai fait un full roster America en rare du coup. Sauf que cette fois je me suis intéressé aussi à l'Argentine, qui est un super championnat d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vraiment un kiff. Et la MLS du coup. Et pour basculer à aujourd'hui, là je suis en train de prendre un grand virage à 180. J'ai sorti une vidéo il y a 2 jours pour aller faire un roster super rare du coup. On va tenter l'aventure en super rare. Et donc, t'as tout vendu, toutes les limited, tu as rebasculé en rare, donc tu m'as dit septembre-octobre, mais il y avait encore le championnat. C'était quasiment fini, ouais. Ouais, c'était quasiment terminé parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui allait débarquer. Donc t'étais un peu en vacances là pendant toute une période. T'avais pas t'alignais personne enfin tu jouais en free-to-play, je présume. Oui, j'ai toujours fait les free-to-play de temps en temps, mais après ça, je sais même plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Mais j'étais en pause au niveau SO5, mais je continuais à créer du contenu. Donc ça, j'étais toujours la tête dedans. Donc je préparais aussi la saison à venir. J'avais pas prévu de passer en super rare, tu vois, mais parce que j'aime bien jouer les rares America, c'est top pour mon roster. Mais là, j'ai envie de tenter l'aventure avec les paliers. Je vois une vraie possibilité d'évolution dans les super rares. Donc à moi de pas me rater maintenant. Mais ce qui est assez fou, c'est que t'as commencé. Donc corrige-moi si j'ai pas bien retenu. Hein. Vas-y. Comme investisseur entre guillemets, parce que t'étais assez familier, t'étais familier avec les cryptos, c'était pas quelque chose de totalement nouveau. T'as créé des équipes avec un gardien common parce que ton objectif premier c'était de farmer des paliers, farmer de l'Ether plutôt. Exact. Et puis ensuite t'as quand même décidé de vendre toutes les rares, aller en limited, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de palier en limited. Donc finalement t'as troqué ta casquette d'investisseur par celle du joueur, du manager quoi. Ouais, c'était vraiment pour faire de l'achat-revente pur et dur. Je voulais pas jouer en SO5 avec les limited. C'était les prendre, les garder 2 mois et les revendre après pour avoir une base d'Ether solide pour basculer après sur la MLS et repartir sur la trêve. Donc j'étais dans ce côté quand même fun, mais va chercher de l'Ether pour avoir une plus grosse galerie et jouer plus d'équipes l'année prochaine en MLS, parce que j'avais prévu déjà longtemps à l'avance de jouer vraiment l'année prochaine la saison MLS et pas de vendre comme j'avais fait l'année d'avant quoi. Et avec le recul, t'aurais peut-être pas gardé quand même une équipe rare pour continuer à fermer des paliers et vendre tout le reste et te lancer en limited au lieu d'avoir tout vendu et te lancer 100% en limited? Avec le recul, j'aurais gardé toutes mes MLS de l'année dernière, j'aurais rien vendu. J'aurais joué tout l'été jusqu'à septembre-octobre et j'aurais gardé en fait mon roster en ayant accumulé un peu de paliers et d'Ether et j'aurais renforcé encore plus l'America pour l'année d'après. Ouais, j'aurais jamais dû basculer, enfin j'aurais jamais dû. Ce qui est fait est fait. Hein, on fait tous des erreurs. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pour ça. Mais j'aurais dû tout garder, jouer le SO5 tout court et kiffer en fait tout l'été et pas aller chercher à me faire un encore plus gros roster America pour l'année d'après en vendant toutes ces limited, en achetant et revendant, parce qu'au final ça a été plus préjudiciable qu'autre chose pour moi quoi. Ouais.
Aujourd'hui, tu as 22 rares, donc 36 limited, et ton objectif, j'ai quand même vu un peu ta vidéo, pas tout, mais donc c'est tout vendre, donc tu mets tout en vendre, et tu veux te lancer dans la Cap 240 SR, c'est bien ça? Qu'est-ce qui t'a amené justement à ce choix? C'est quand même un choix assez radical, hein. Ah ouais, totalement, ouais. Alors c'est vraiment le potentiel d'optimisation, d'évolution au niveau du long terme. Même si 3 Ethers, je pense que c'est short, je conseillerais pas à quelqu'un d'y aller limite. Bon, c'est un certain risque, mais je trouve qu'il est quand même mesuré. Et c'est en échangeant avec énormément de monde de la commu. J'avais sorti une vidéo il y a un mois en me disant, je suis en pleine réflexion, est-ce que je passe sur les SR ou pas? Et j'ai eu énormément de retours. J'ai parlé avec énormément de personnes qui étaient positifs, négatifs, qui étaient sur les SR ou pas. Et sur le coup, ça m'a un peu refroidi, mais j'avais moins envie. J'étais là, en mode, tant pis, je garde mes grosses cartes, je vais kiffer parce que je kiffe comme ça. Et j'ai mis du temps depuis septembre-octobre de l'année dernière à le monter, ce roster là. Et en fait je me suis dit, mais si tu prends, c'est vrai que j'en parle un peu dans ma vidéo, je dis, si tu prends rien qu'un palier en super rare, tu peux prendre un gros joueur en rare. Et donc en fait c'est je dis au revoir aux rares, oui et non, parce que je garde une cap 240 rare quand même, mais je vais sur les SR pour reconstruire des rares et derrière aussi optimiser en super rare. Mais l'évolution que je peux avoir et l'optimisation au niveau de mon roster en super rare, même si je répète, il y a un risque quand même, parce qu'avec le marché liquide, etc., je pense qu'il est quand même énorme par rapport aux rares. Après à voir si la suite me donne raison, quoi. Tout à fait. Et donc cap 240 rare, cap 240 super rare. Donc l'objectif évidemment c'est taper les paliers et pourquoi pas des belles cartes derrière. Quand tu vas toucher les paliers, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est-à-dire améliorer constamment ta galerie, ou bien pourquoi pas créer je sais pas, une galerie qui pourrait te permettre à terme d'aligner plus d'équipes que deux caps? Ouais, vraiment le but moyen long terme, ça va être d'optimiser ma galerie pour jouer de plus en plus de divisions. Ça va être vraiment l'objectif de base. Et aussi, alors je sais pas dans quelle sera ma priorité, mais de aussi choper des cartes super rares en Europe, en D2 plutôt, pour aller continuer la Cap 240 SR à partir de octobre, quand il y a la trêve en Amérique. Donc tu prends de l'avance pour justement préparer la trêve américaine. Donc aujourd'hui là concrètement, tu vends tes cartes et tu vas sauter sur quels SR? Sur des SR de championnat qui jouent, ou bien vraiment non, tu prépares en fait la saison prochaine européenne? Là je vais c'est si tout se passe bien que j'arriverai à avoir des D2. Là la priorité absolue entre guillemets, ça va être de me monter un full stack. Alors c'est un vrai défi en SR, de monter un full stack d'une équipe de MLS. Ouais. J'ai déjà en tête, j'ai trouvé, pour pas te mentir, j'ai trouvé ce matin. J'hésitais entre 3 stacks. C'est compliqué de trouver un stack qui se prête à la 240 avec la profondeur, etc., avec les prix, avec les cartes qui sont en vente ou pas. Et du coup j'ai trouvé ce matin un stack qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai pas mal de personnes autour de moi qui discutent par rapport à ma stratégie depuis longtemps, qui ont tous plus ou moins validé, donc ça me conforte aussi dans mes choix. C'est important de partager, d'avoir les avis quand même des potes et des membres de ma commu. Donc là voilà, ça va être ça. L'objectif assez rapidement, ça va être de me monter un full stack SR d'une équipe MLS qui est pas une top team MLS forcément comme tu t'en doutes pour la Cap 240, mais une équipe que j'aime bien. Ok, avec des écarts types et tout. Justement quand on discutait du fameux sujet de prédilection, tu m'as proposé la stratégie, comment monter, à quoi faut-il faire attention pour monter un roster pour viser les paliers en Cap 240? Moi je me dis c'est un excellent sujet parce que ça m'intéresse également. Et donc au niveau stratégique, qu'est-ce que tu as déterminé comme point qui te semble important dans le cadre de la construction de ton futur stack? Parce que aujourd'hui, ce qui est bien dans le podcast, c'est que tu as encore 0 carte SR. Donc quels sont le cheminement qui t'a amené aujourd'hui à définir un cadre en vue de prochains achats? Alors pour monter, même si je pouvais en parler, c'est vrai que c'est un truc, j'en ai toujours parlé des teams paliers à l'époque et maintenant des teams Cap 240, même au niveau du scouting, j'aime beaucoup faire ça et j'en ai beaucoup parlé. Et pour moi, pour commencer, il faut garder en tête, après ça reste mon avis perso, ce que je vais dire, donc ça reste voilà mon avis, mais pour moi il y a 4 points clés, vraiment 4 points principaux à prendre en compte si tu veux te lancer aujourd'hui dans la Cap 240. C'est déjà de pas sous-estimer la profondeur, parce que je pense que les managers sous-estiment bien trop souvent la profondeur qu'il faut, avec entre les blessés, les suspendus, les rotations aussi. Rien qu'une doublure par poste, pour moi ça suffit pas. Donc pour voir long terme, en tout cas, tu peux commencer avec une doublure par poste, mais pour voir long terme, je pense qu'il faut une très grosse
grosse profondeur et comme je te dis, je parle à beaucoup de monde et souvent c'est très très sous-estimé, je trouve, le côté de la profondeur. Ça, c'est le premier point. Tu te doutes que je vais te poser quelques questions. On va un peu creuser le sujet. Pour toi, quelle est la profondeur, le nombre de cartes que tu dois avoir idéal pour une cape 240 SR ou R? De toute façon, finalement, c'est la même chose pour une cape 240. Ouais. Quand tu parles de profondeur. Ouais, c'est vrai que moi, je connais beaucoup plus le marché des rares, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de parler en rares. En SR, parle des rares. Oui, parle de toute façon, c'est duplicable en limited ou en SR. Oui, c'est ça. Même si je pense que j'arriverai pas à avoir de suite de base la même profondeur que j'ai eu en rare, mais je pense que tu peux commencer à jouer avec une doublure par poste à peu près pour voir court, moyen terme. Mais à terme, il te faut au moins, mais j'exagère pas, je pense qu'il te faut peut-être une quinzaine de joueurs, 12-15 joueurs pour jouer la cape 240 et pour aller chercher les paliers, hein, pas juste la jouer, quoi. Donc je pense qu'il te faut minimum une quinzaine de joueurs, quoi. Ouais, moi 12-15 joueurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que la difficulté qu'il y a en plus, c'est que les cotations, les notes des joueurs varient évidemment. S'ils font une super belle perf, je vais te prendre un exemple, tu auras certainement des exemples, mais j'avais acheté Carrasco il y a pas si longtemps en SR à un très très bon prix. Et là, ça fait depuis que je l'ai acheté, ça fait un mois qu'il cartonne assez bien. Ben voilà, je sais plus le mettre parce que je devrais l'accompagner de joueurs vraiment qui sont pas très bons. Et j'avais pris un gardien aussi parce que finalement, ces gardiens ils sont assez chers. Gardien de Lustenau, Austria Lustenau. En Autriche. Là, c'est le deuxième tour. Et en fait, comme ils ont terminé 7e, ils sont dans le groupe entre guillemets relégation. Et c'est sur papier la meilleure équipe de ce groupe relégation. Et donc, le gars, il a commencé par 3 matchs clean sheet. Donc, c'est super. C'est bien pour viser les paliers. Mais après, ben oui, sa moyenne de points, évidemment, augmente. Et puis derrière, je me dis, mais j'arrive plus à placer, en fait, tous les joueurs que j'avais déterminés. Et donc, finalement, il y a quand même de la rotation dans le roster. Là, j'ai été chercher un gars, mais il va probablement descendre je sais même pas comment ça s'appelle, en division 3 espagnole. Voilà. Parce que j'avais besoin d'un gars qui ait 40 points, mais le problème c'est qu'il continue à faire 40 points, donc le dernier palier, je l'ai pas eu. Donc oui, je te suis par rapport à ces 12-15 joueurs parce que ça doit tourner malheureusement. Ouais, exactement. Complètement d'accord et c'est vrai que c'est pour commencer, tu peux commencer avec moins, mais il faut très rapidement remettre la main au portefeuille en gros, quoi, pour aller chercher vraiment les paliers, quoi, pour vraiment jouer les paliers et aller les chercher, on va dire peut-être 50-60% du temps, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Surtout qu'il y a cette difficulté parce que tes joueurs, ils performent. Bah, t'es content, tu vois, c'est assez paradoxal. C'est que tes joueurs, ils font des bons points, c'est génial, chouette, je vais le palier. Mais s'ils font ça 2-3 fois de suite, leur moyenne monte et puis finalement, tu te dis, mais mince, c'est bien d'avoir pas un gros roster, mais j'ai besoin quand même d'avoir un peu de rotation dans ma galerie pour avoir des gars qui ont une moyenne pas terrible, quoi. Faut voir le passif, ça dépend du passif. Si t'as un mec je vais te donner un exemple tout à l'heure, et si t'as un mec qui sort du banc par exemple, qui a fait que des remplats pendant 10 matchs et qui sort du banc et qui est fort, là tu te régales et tu vas en profiter. Mais c'est vrai que si t'as un joueur qui est titulaire de base et qui commence à enchaîner 4-5 perfs, il va vite sortir du cap et il va falloir que tu t'adaptes ou que tu trades ou que t'achètes moi je suis plus fan de trader dans ces cas, surtout aujourd'hui maintenant où c'est plus difficile de vendre. Mais ouais, il faut s'adapter et je peux comprendre que les gens qui ont pas forcément beaucoup de temps à donner à Sorare, sur Sorare, ça peut leur poser un problème, mais personnellement, moi et plusieurs potes, même beaucoup, qui ont le temps et qui aiment ça, c'est vrai que la cape 240, je t'avoue qu'on se régale quand même. Donc premier point clé parmi tes 4, profondeur. Ensuite la profondeur. Le deuxième, ça va être assez rapide, c'est de prioriser cette team. Parce que si tu la priorises, forcément, tu auras des meilleurs résultats. Donc c'est assez logique. Si tu veux, je bascule directement sur le point 3. Sur le point 3, c'est les match-up. Non, je trouve que c'est un point important. Prioriser, c'est-à-dire que si tu as une galerie assez grande pour aligner plusieurs équipes, si tu veux viser les paliers, tu vas d'abord commencer par ta cape avant d'aligner tes autres line-up. Exactement. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire un 5 sur 5 au début de MLS. C'est vraiment l'équipe que je joue en premier. Après, voilà, si on a la chance d'avoir une belle galerie, forcément, ça aide beaucoup à aller les chercher, quoi. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, depuis que je suis revenu, je priorise plus mes line-up SO5 classiques que la cape. Pourtant, j'étais revenu pour la cape 240 SR, puis voilà, tu sais bien, une fois qu'on se prend au jeu. Mais par exemple, ma cape 240 rare, là, je la laisse, entre guillemets, c'est ma line-up poubelle, tu vois. Je la priorise pas du tout. Par contre, en cap 240 SR, je
suis assez mitigé. C'est pour ça que mon pourcentage n'est pas génial parce que je la priorise pas du tout. En tout cas, pas toujours. Donc c'est un point important, je trouve, quand même, priorité, même si ça semble assez logique. En fait, tout dépend de sa stratégie. Si on vise plus les rewards des SO5, mais si l'objectif principal c'est de farmer des Ethers, alors il faut prioriser clairement les caps 240. Ouais, troisième point. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, on reviendra après. Non, c'est vrai que moi je vois plus. C'est vrai qu'avant on disait souvent farmer les Ethers, tout ça. Moi je vois plus maintenant comme une possibilité d'optimisation pour le roster et jouer plus division. Mais je crois que t'es dans le même mood que moi, donc. Ouais, mais je pense que je pense que la grande majorité des managers, je sais pas, dans ta communauté, voilà, j'en connais quand même très très peu qui sortaient les Ethers farmés. Hein. C'était un moyen, comme tu dis, d'améliorer sa galerie grâce à ces Ethers. Ouais, je crois même que j'ai jamais entendu personne me dire je gagne les Ethers, je les sors. Je crois que tout le monde est tellement accro qu'il les remettait et c'est assez content d'améliorer son équipe justement, quoi. Ouais, et c'est pour ça que la stratégie d'avant, enfin le fait d'avoir mis les Ethers dans les rares, finalement, c'était quand même assez bénéfique, je trouve, à Sorare, parce que une écrasante majorité des managers réinvestissaient ces fameux Ethers dans le marché, quoi. Ouais, même si je pense qu'on a vu des messages un peu contradictoires, mais je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas avec la cap 240. Hein. Je pense pas que les gens ils sont tous ici pour évoluer dans le jeu, donc je pense pas qu'ils sortent encore aujourd'hui leurs Ethers, quoi. Il y en a quelques-uns en SR. Moi je t'avoue, ça m'arrive de temps en temps. En SR seulement. Ouais, s'il y en a besoin, après, je continue. Ouais, voilà, c'est comique, quoi. Puis c'est gay aller au resto une fois, tu vois. En disant c'est Sorare qui régale. C'est grâce à Sorare. Non, ça t'a jamais arrivé, ça? Si, mais là, après, je dis, c'est vrai que moi, j'ai réinvesti, et là, par exemple, j'ai sorti, il y a pas très longtemps, 400 € pour justement un truc, pour acheter un truc ménager, sans être trop précis, mais en me disant, voilà, c'est un truc en plus dans ma vie, et je l'ai pris sur de l'argent loisir. Sorare, c'est de l'argent loisir, mais je sais que ces 400 €, dans 3 mois, je les aurais remis, si tu veux, parce que j'essaye, voilà, quand j'ai un petit billet à mettre, c'est vrai que je réinvestis en DCA, je crois, ils disent petit à petit, voilà, on réinvestit, et je suis plus à investir qu'à sortir à l'heure actuelle, on va dire. Super. Alors, troisième point, mais ça rejoint un petit peu le fait de prioriser la team. Au final, c'est les match-ups. C'est pour moi peut-être le truc le plus important. Si tu mets en priorité avec du coup la profondeur les joueurs qui ont les match-ups les plus favorables, ça reste, ça c'est pas une science exacte, hein, mais il y a de grandes chances qu'ils fassent plus que leur scoring qu'ils font en moyenne. Du coup, ça tu vas me dire, ça c'est logique, mais et ça se vérifie. C'est vrai qu'en scoutant, tu dois être comme moi, tu dois aimer le scouting, mais en scoutant, tu vois, il y a vraiment des profils de joueurs qui aiment les matchs à domicile et qui sont vraiment pas bons. Enfin, c'est la majorité des joueurs en général. C'est vrai. mais t'en as, c'est assez hallucinant. Ils vont te faire que des 60 à la maison et à l'extérieur que des 40. J'exagère, mais je crois que t'as un Velasquez. À peine, t'exagères à peine. Ouais, parce que c'est vraiment voilà, très très important d'avoir ça en tête, de bien choisir les match-ups. Donc c'est comme ça que pour moi je priorise, parce que, et même si par exemple là je me suis pris de passion pour le Racing en Argentine et je me suis mis à suivre l'équipe, je suis sur le chan Discord de Surfula et tout, qui est un expert argentin, et je me suis pris de passion pour ça, donc je suis toutes les infos sur Twitter du club, je regarde quand je peux pas regarder la nuit, je regarde les résumés, toutes les news sur les joueurs, et c'est vrai que quand tu suis un club, en plus des données de data sur SD c'est une pépite au niveau de la data, c'est génial, c'est une aide excellente. Et bien en plus, quand tu suis l'équipe, des fois tu peux avoir un petit edge par rapport à ça, parce que la data, ça reste de la data. Et si tu mêles un petit peu, voilà, les connaissances et la data, je pense que tu prends vraiment un avantage par rapport à ça. Avec les match-ups, tu peux vraiment te dire, ce match-up là, ce mec il va être bon parce que de ce côté-là, le latéral il est un peu lent, ou tu vois, je te donne un exemple basique, mais c'est vrai que les connaissances payent, je trouve, sur Sorare, et ça te fait choisir les match-ups qui te semblent toi le plus favorable. Et si en plus la data te donne raison, banco, quoi. Exactement. Rien à rajouter. Donc, profondeur, priorité, match-up. Dernier, priorité. Le dernier, personne, on n'y peut rien. Il faut de la réussite. Donc ça... Oui, ça c'est clair. Ça c'est le facteur chance. Ouais, c'est la variance comme dans certaines choses. C'est vrai que après, des fois, les gens vont dire, j'ai pas eu de chance à cette Game Week, mais des fois, pendant 2 mois, tu peux ne pas avoir de chance, mais faut pas lâcher, parce que c'est vraiment... voilà, tu vois, il y a 2-3 jours, je répondais à un tweet de Toutoun sur Twitter, je sais pas
pas si tu vois qui c'est. Ben oui, super rare Marco d'ailleurs, qui a été sollicité aussi parmi les managers. Je vais le contacter même s'il veut pas participer au podcast. Enfin, il voulait pas. Ça serait, moi tu vois, ça serait très intéressant que tu l'aies. Et il donnait ces chiffres du coup sur les teams paliers et entre la manière avec laquelle il jouait les paliers, les joueurs qu'il mettait, au niveau des stats ça collait pas parce qu'il a vraiment pas un bon pourcentage de réussite. Pourtant, j'ai vu son tweet. Oui, tout à fait. Pour moi, il joue comme il faut, quoi. En fait, il a priorise plus ou moins, il a mis des gros joueurs et son pourcentage devrait être juste. Donc là, c'est vraiment un bon exemple, je trouve, de pas de chance. Et je lui ai dit sur Twitter, je lui ai dit vraiment, pour moi, c'est un gros manque de réussite parce que il les joue plutôt comme il faut, même si j'ai pas de leçon à donner ou quoi. Mais il faut une grosse part de réussite. Comme je passe une petite dédicace à mon pote Kiri dans le Discord, tout le monde le connaît, c'est vraiment le chat noir. Quand il achète un joueur, faut absolument le vendre. Il va se péter assez rapidement. Donc c'est des vraies légendes, ça. Il y a des gens quand même qui ont la poisse et d'autres pas. Mais lui, pour le coup, je suis pas trop dans le truc, tu vois, à conforter ce genre de légende, mais lui, pour le coup, il a vraiment pas de bol. C'est assez hallucinant. Et pourtant, on en voit tous les jours, mais lui, il a pas de bol. Donc je l'embrasse s'il m'entend. Ok. Et donc, ça, c'est ton plan, ton cadre, enfin les points importants. Ouais, ensuite, on va peut-être attaquer vraiment la stratégie, tes choix. Comment est-ce que tu comptes faire ? Alors au niveau de la stratégie, t'as niveau budget, niveau profil après. Donc au niveau budget, c'est plus ou moins dur à dire parce que ça dépend aussi du moment de la saison, je pense. Comme on a dit tout à l'heure, si tu veux commencer de suite, je vais te prendre par exemple aujourd'hui avec la Rare America. Si tu veux aujourd'hui te lancer en Rare America, tu peux avec 7-8 joueurs. Et je pense niveau budget, c'est vraiment une fourchette. Je dis ça, c'est approximatif, ça peut bouger dans un mois par exemple. Je pense qu'avec 0.4 Ether, tu peux te lancer aujourd'hui. Mais pour être prêt à encaisser long terme, comme on a dit tout à l'heure, 12-15 joueurs, je pense que tu te rapproches du double vers 0.6, 0.7 Ether, je pense. Si je peux donner un conseil, c'est vrai que je le donne souvent, celui-là, c'est toujours prendre le remplaçant du gardien pour pas te retrouver dans toujours, moi aussi. Ouais, c'est la base. Sinon, t'es mort. Sinon, ton gardien, si t'en as qu'un, il joue pas, c'est game over. C'est à effondre complètement ta stratégie. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant parce que t'achètes une carte morte entre guillemets quoi. Mais c'est vraiment une assurance tout risque quoi. Donc voilà. Donc je pense niveau budget, tu dois être dans ces eaux-là américains. En Europe, je pense que tu peux, si t'es patient, tu peux avoir un roster qui te coûte beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le mec qui arrive aujourd'hui, qui veut jouer en limited, qui veut kiffer, il met quoi à 50, 60 balles. Je te dis une bêtise encore, hein, mais et en américain et en Europe encore moins quoi. Donc voilà, niveau budget c'est ça. Après c'est vachement approximatif, c'est chacun après avec son scouting qui arrivera à faire plus ou moins, mais je pense que c'est pas déconnant comme budget pour commencer à jouer la cap 240 rare et limited. Ouais, tout à fait. Et je trouve que le rendement il est top. Je me rappelle quand j'avais quitté, j'avais mis un long message et j'avais mis je sais plus exactement de quelle manière je l'avais tourné, mais que les gens qui avaient une petite galerie, enfin tout est question de proportion, mais je me dis voilà, en moins d'un Ether, etc., il y a quand même vraiment une opportunité et un rendement réel à avoir aujourd'hui si tu mets et que tu aimes le jeu, que tu aimes scouter, que tu aimes le foot, je parle pas de l'ancien temps où c'était en All-Star et tu tapais les mêmes joueurs et puis ça tournait tout seul. Je parle vraiment de la personne qui aime le foot, qui aime scouter, qui aime le fantasy. Aujourd'hui avec comme tu dis 0.4 et c'est tout à fait abordable, tu peux vraiment avoir un rendement intéressant, qu'il y a très très peu de projets qui peuvent justement te donner un rendement quand tu tapes les paliers qui soit similaire. Donc il y a un réel intérêt pour moi de se lancer là-dedans pour les personnes qui regardent régulièrement leur valeur galerie, puis qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire, et puis là tu fais vraiment le gros saut toi en passant de limited rare, enfin hybride vers SR. Mais les gens qui par exemple, je présume que dans ta communauté il y a pas mal de personnes qui doivent te contacter aussi, qui disent voilà, j'ai une petite galerie limited, qu'est-ce que je fais, j'ai plus envie de les vendre. Il y en a certains j'aurais dit voilà, par rapport quand même à la taille de la galerie, si tu as envie d'avoir vraiment un rendement que pour toi c'est important de récupérer, je veux dire, un peu d'euros, un peu d'Ether par rapport à ton investissement initial pour les personnes qui sont rentrées entre février et juin 2022, on va dire ça, la pire période. Là, réellement, il y en a qui ont fait la bascule et qui ont visé la cap 240 rares et aujourd'hui qui sont très contents de l'avoir fait avec des petits montants, quoi. Ouais, exactement. Là, je vois là, depuis ma vidéo, j'ai sorti avant-hier, donc je fais la bascule rare, super rare, et j'ai dû recevoir, je te dis pas de bêtises, j'ai dû recevoir peut-être 8-10 messages de managers qui m'ont dit justement je fais bonne chance pour ton aventure, etc. D'ailleurs j'ai eu de super bons retours et ils m'ont dit moi je fais la bascule justement limited à rare,
est-ce que tu as des conseils à me donner et tout. Bon, après, je donne quelques conseils, mais je suis pas non plus un pro aussi. Mais tu vois, le premier conseil, c'est pense à prendre le remplaçant dans ton budget. Les gens oublient souvent. C'est la base. Ouais, franchement, c'est la base parce que moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça parce que mes potes m'avaient prévenu à l'époque. Et c'est vrai que j'ai des potes qui depuis ont eu des soucis par rapport à ça. Donc maintenant, ont retenu la leçon et voilà. Mais j'en vois beaucoup qui font la bascule. Et les gens qui touchent des paliers, je te dis, vraiment, j'en vois, je crois, aucun qui les sort, quoi. Ils sont vraiment à se dire, bon, mais quel joueur je vais choper, quoi. C'est vraiment, on est dedans, quoi. Et puis ceux qui ont peur et puis qui se disent, ouais, je sais pas, moi, je prends un exemple au pif, j'ai mis 5K, maintenant ma galerie vaut plus qu'un K, je dis, il y en a certains qui sont amenés quand même à les sortir en disant, mais je vais essayer quand même de reconstruire mon budget de départ en sortant des Ethers. Enfin, ils les sortent pas, ils les gardent dans leur wallet. Donc là, il y a pas mal de managers, ils disent, moi, je réinvestis plus, mais par contre, je garde dans mon wallet et je les garde en Ethers et c'était les Ethers et je vais essayer de reconstruire, en fait, mon pot de début de cette manière-là. Et puis, si le jeu reprend, c'est tout bénef parce qu'ils auront farmé des Ethers qu'ils auront gardés dans leur wallet et en plus, leur galerie, la valeur de leur galerie leur remontera évidemment si l'onboarding prend bien, quoi. Donc, ouais. Et donc là, aujourd'hui, t'as focalisé quoi comme les profils de joueurs que tu vises? Parce que ça, c'est important. Là, juste avant, j'aimerais juste... je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire. Mais je suis complètement d'accord. Après, je comprends aussi les gens qui sont arrivés en pleine dans la bulle, on peut dire, entre guillemets. C'est comme, même si je suis pas fan du parallèle, c'est comme le mec qui est arrivé, qui a acheté le Bitcoin à 20 000 et il est retombé derrière à 5 000, je te dis une bêtise. Mais t'as aussi une question de timing. Mais le joueur, quoi qu'il arrive, parce que j'ai des potes aussi qui des fois me disent ouais, ma valo machin. Le truc c'est que si après t'enlèves la valo, je pense que tout le reste avance, ça je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais ton joueur, tu l'as acheté 200 € pour ta cape de 140. Aujourd'hui, il vaut 50 € ton joueur. Et bien, il aura exactement la même utilité. Donc je pense que les personnes qui voient long terme, qui voient utilité, c'est pour ça quand je vois sur Twitter, je parle un peu dans tous les sens, mais je clôture. Quand il gagne une reward, directement ça va être j'ai gagné tel joueur, il coûte tant. Enfin moi je le mets jamais, tu vois, par exemple je vais mettre j'ai gagné, le dernier que j'ai gagné c'était Doumbia de Sochaux je crois. J'avais même pas regardé la valeur sur le coup, j'avais regardé le SO5, j'ai publié direct, j'ai regardé la valeur après et au final je me dis j'ai gagné tel joueur, il va m'être vachement utile dans la division, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui il faut voir surtout l'utilité. Les gens qui croient à Sorare, on verra plus tard, c'est long terme, on sera encore là dans 5-10 ans. Après moi je suis très optimiste sur Sorare et le projet, donc je pense qu'il faut vachement relativiser son invest, c'est perdre plus ou moins, parce qu'au final, tant que tu vends pas, c'est ce qu'on dit souvent, t'as pas perdu, mais tant que t'as un joueur qui coûte 100 € ou 10 €, t'as ton joueur, c'est pas comme dans les paris où tu perds quoi. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ça, mais... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, tout dépend le profil, tu vois. Là, je vais pas parler pour d'autres managers. Je vais parler oui. pour moi. Moi, j'ai vendu à un moment, parce que j'étais intimement convaincu que que ça allait continuer à chuter, ce qui a été le cas, et que je pouvais reconstruire une galerie derrière pour beaucoup moins cher. Et mes calculs étaient, mais bon, on parle pas des mêmes montants. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, par contre, je te rejoins aussi sur le fait que quand j'ai gagné mes deux belles cartes là dernièrement, j'étais super content d'avoir gagné le joueur. J'ai pas mis la valeur à côté parce que elle est anecdotique. À partir du moment où on est là pour le jeu, c'est cool. Et par contre, pour la personne qui est là pour farmer des Ethers, à partir du moment où il touche ses paliers et qu'il gagne une carte en plus, c'est tout bénef. Mais à partir du moment où il gratte son palier, son objectif finalement, il est atteint parce que c'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de toucher le palier de 250 points, quelle que soit la rareté. À partir du moment où c'est fait, ton objectif est gagné. Donc c'est voilà, chacun sa stratégie en fait, et chacun voit midi à sa porte. Et mais à partir du moment où un joueur est là pour farmer des Ethers et que c'est son objectif premier, à partir du moment où il touche le palier, c'est gagné, c'est bon quoi. C'est ça. Et comme ça, il peut s'acheter d'autres joueurs derrière. Ou pas, ou garder sur son wallet. Mais ça reste dans l'écosystème quand même. Ça reste dans l'écosystème. Enfin oui. Après voilà, c'est vrai que moi c'est jouable par rapport à ce que le ressenti de ma commu. J'ai une commu quand même qui me ressemble, qui est assez positive et tout. Donc j'ai peut-être pas la vision de tout le monde. Et il y en a qui seront forcément pas d'accord avec ce que je viens de dire. Avant d'aborder les profils, t'étais super optimiste. Vas-y. Qu'est-ce qui te rend si optimiste? Le projet. Est-ce qu'on a déjà eu un projet comme ça? Est-ce que tous les gens qui consomment aujourd'hui le foot
foot avec Sorare, je pense que c'est ce qui parle le mieux de Sorare, quoi. Est-ce que toi aujourd'hui, par exemple, je te pose la question, est-ce que demain, si tu avais plus de cartes Sorare, tu consommerais autant de foot avec autant de plaisir demain, par exemple? Clairement non. Clairement, moi c'est pareil et je pense que c'est quasiment 100%. Et t'as ce sentiment avec les NFT. Après t'as la partie des gens qui étaient crypto, donc qui sont déjà dans le truc. Les NFT, c'est vrai que moi j'étais Ether, Bitcoin, mais j'étais pas NFT. Et là t'as un sentiment d'appartenance au joueur où où c'est vrai que t'as ton joueur, tu le fais évoluer avec l'XP et tout ce que Sorare a créé autour de ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'on t'as la baisse des valos, mais à côté de ça, si tu regardes en arrière tout ce qui a été créé, tu vois, je prends un exemple, c'est un peu anecdotique, mais quand t'as un truc positif qui sort, les gens, c'est très vite acquis. Par exemple, les paliers en limited, ça a été mis en place en décembre, c'était demandé énormément pendant longtemps. Ils les ont mis et 3-4 jours après, c'était bon, ça y est, c'est cool, c'est acquis, mais en fait, ça a changé la vision de plein de monde sur le jeu. Et enfin, bon, ça, voilà, c'est vraiment anecdotique, mais tout ce qui a été créé tout ce qui est comme les licences qui ont été signées, même si je pense la NBA, le baseball, il avait dit, je crois que c'est Nicolas Julia dans une interview, que c'était pas forcément attendu aussi vite, mais bon, quand le train passe, tu le laisses pas passer, donc ça c'est voilà. Mais tout ce qui est créé comme dans tous les projets, voilà, je le répète ça souvent même avec mes potes, hein. Je parle beaucoup de mes potes, mais voilà, c'est très important pour moi aussi. Mais le projet, dans tous les projets, il y a des erreurs de parcours, mais quand on regarde la base du projet, ce que ça nous fait vivre en fait. Je me dis voilà, c'est unique et t'as zéro concurrence et t'as aucune expérience comme ça, et plus ça va, plus ça avance, et je ne peux que être optimiste. Et encore, j'oublie plein de choses parce que voilà, je pourrais t'en parler 2 heures, mais c'est tellement ça vient de l'espace, voilà, c'est ça. Même si je répète, il y a des erreurs, tout n'est pas parfait, mais en fait il y a aucun projet qui est parfait, mais bon, donc c'est vraiment voilà, moi je suis vraiment addict à Sorare, et donc on pourra t'inviter sur notre Discord, le So Addict Club. Exactement. On l'a appelé comme ça pour une bonne raison. Oh bah tu vois, c'est vrai que j'en vois passer sur Sorare, mais je suis un optimiste de Sorare, je le cache pas. Il y a des fois des gens qui viennent me dire mais je suis comme ça. Les trucs négatifs, je pense que les gens en parlent assez. Il faut aussi parler des trucs positifs et de tout le reste. Il faut pas oublier qu'on kiffe à mort tous les jours, et je pense qu'on est tous plus ou moins pareils, et il faut pas oublier ça, quoi. Faut pas surtout pas oublier ça. Et le côté positif aussi quand même que je ressors de ça, au-delà de la passion de regarder du foot, que tu vibres, que tu regardes des championnats que tu n'aurais jamais pensé. Puis il y a aussi la rencontre de la communauté. Moi honnêtement, ça a été un point très très important et je pense crucial, qui m'a fait revenir assez rapidement dans le jeu avec une autre stratégie, etc. C'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu te fais des potes, il y a des amitiés, et puis ça bifurque sur d'autres choses. Tu les rencontres, IRL, et c'est ça qui est vraiment génial, quoi. C'est la grande force de Sorare, ça. À l'aspect communautaire, moi c'est un des trucs, c'est un des piliers, comme tu dis. C'est vrai que le board de Sorare a toujours mis ça en avant, et moi sans la commu, j'aurais jamais fait de contenu, je pense que je serais encore là, mais avec la commu, tu vis vraiment l'expérience d'une manière différente. C'est vrai que moi j'ai un Discord maintenant qui est fermé. J'avais créé plusieurs Discord, vraiment je l'ai fermé, tu vois. On est peut-être 110, chacun des 110 personnes, je les connais tous les jours, quasiment tout le monde échange. C'est un Discord qui est hyper actif même, je dirais. Et il y a plein de choses qui se créent autour de ça. Il y a des gens qui se sont mis à créer, tu vois. Ce matin c'est sorti des tableaux de cap scouting, mais ils passent des heures par exemple sur leurs tableaux. Il y a les tableaux de Gérard aussi qui sont excellents. En fait on a des spécialistes de tout, et ça forme un melting pot de connaissances et d'harmonie en fait, de gens. Ça peut être un professeur, t'as un pote qui écrit des scénarios pour des films, t'as des comptables, tu peux avoir des coachs sportifs. En fait t'as de 60 ans à 20 ans. Ouais. C'est un truc qui rassemble tout le monde, et qui renforce. Et je trouve que justement avec la période difficile qu'on a vécue, je trouve que ça a d'une part assaini la communauté et renforcé les liens qu'il y avait avec les gens qui sont ici. Donc c'est comme tu dis, des potes, des amis, et j'ai prévu de faire, alors j'espère avant la fin de l'année, un gros rassemblement avec ces potes là, et j'espère que tu feras le voyage avec nous. À Bordeaux? Je pense que ça sera un peu plus dans le nord, pour quand même pas faire venir tous les copains, qui fassent pas tous 10 heures de route. Je pense qu'on se rejoindra plus vers le centre. J'étais à Rennes il y a un mois, donc pour un long week-end, c'est quand même 650 bornes, donc il y a moyen, franchement, et je serais prêt à le faire pour rencontrer et puis rencontrer aussi des gens de la communauté qui sont aussi passionnés. C'est top. Bon, on retourne à la stratégie. Donc dans ton stack, on t'a parlé donc du budget, je pense qu'il est clair. Donc là tu vas allouer un budget plus ou moins légèrement inférieur à 3 Ethers pour construire ta galerie cap 240 SR, ou un peu moins parce que tu gardes
des cartes rares, hein, si j'ai bien compris, pour aussi une cape 240 rare. Oui, c'est ça, ouais. Je garde pour la cape 240 rare, mais pas beaucoup. Je pense que je vais garder, tu vois, j'avais dit 0,4 tout à l'heure, je pense que ça va tourner autour de 0,3, 0,4. Et la cape SCR, j'ai calculé, tu vois, j'ai fait les calculs d'apothicaire hier, ça va me revenir entre 2,1 et 2,4, je pense, en voyant un peu large. Hein. Ouais, en voyant un peu assez large, en prenant quand même une doublure à chaque poste. Donc vraiment, je commence un peu... c'est là où est le risque pour moi. Mais après, voilà, ça va dépendre. C'est un full stack aussi. Et après, je pense l'autre chose très important, au-delà du budget, c'est vraiment de bien choisir les profils des joueurs que tu choisis, quoi. Ça, c'est super important. Vas-y, dis-moi quels sont les profils que tu recherches. Ouais, de base, vraiment. Après, j'aurais peut-être moins. C'est vrai que SR, là, moi, je commence à mettre, tu sais, un peu la tête dedans. Et quand je vois les prix, en fait, t'es obligé de faire des concessions, je pense, en super rare. Mais là, je vais parler plutôt de ce que je connais, limité des rares. Je pense qu'il faut, de base, aller sur des joueurs qui font du AA, du all-around. Pas chercher, surtout pas même, enfin, surtout pas, j'abuse, mais des scores décisifs. Moi, ça va être en tout cas moins ma priorité. Et d'éviter les trop gros écarts de scoring, comme les latéraux. Je vais revenir après dessus. Mais c'est des fois, ils vont t'exploser ta cape. Donc, ils vont te faire un 20, j'exagère, hein. Et des fois ils vont te faire un 80, c'est bien, mais une fois sur deux peut-être qu'ils vont te faire péter ta cape. Donc vraiment trouver des joueurs qui font du all-around régulier sans faire trop de scores décisifs pour pas avoir un L15 trop haut, en fait. Ça, c'est mes profils de joueurs de base. Après, si tu veux, on va pouvoir passer un petit peu poste par poste pour te montrer un peu ce que j'aime bien. Mais le gardien, c'est pas forcément un top gardien, mais un gardien qui fasse du all-around. Donc c'est un gardien qui aura quand même du taf, mais qui fera pas 2 clean sheets sur 3 par exemple. C'est le plus délicat, je pense, dans le roster à trouver. Prendre le remplaçant. Sinon t'es mort. Et après, je pense qu'au niveau des défenseurs et des milieux, c'est là où t'as le plus de choix pas cher dans ces critères-là. Au niveau des défenseurs, plutôt prendre des défenseurs centraux. Les latéraux, comme je t'ai dit, avec les gros écarts, c'est plutôt des centraux. Tu vois, j'ai un bon exemple, c'est Jack Elliott. Je sais pas si t'es devant le PC, même les gens pourront aller voir. Jack Elliott, aujourd'hui, il a un cap de 47 par exemple. En plus, il va baisser d'ailleurs avec son score en midweek là qu'il a fait. C'est Philadelphie, lui, non? Ouais, Philadelphie, ouais. Et il démarre mal ses saisons, lui, tu vois. Cap de 47, il te fera toujours son 10, 15, 20 de all-around la plupart du temps. Et pour moi, lui, c'est, tu vois, le genre de joueur, c'est vraiment des bonnes pioches, même s'il est un peu cher, et je pense qu'on peut trouver moins cher. Mais c'est un bon exemple, je pense, d'un défenseur central qui sera parfait pour la cape de 140, quoi. Je te suis. Donc éviter les latéraux. Et après, t'as après, on passe au milieu. Du coup, les milieux, c'est, je vais éviter, moi, les milieux, comme je te dis, hein, je te répète, c'est vraiment ma vision de la chose, mais les milieux, je vais plutôt éviter les milieux offensifs, quoi. Les milieux offensifs qui vont trop scorer, qui vont vite sortir de la cape. C'est vrai qu'il faut toujours garder à l'esprit le L15. S'il monte à 55, 56, tu commences à, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Carrasco, tu sais plus trop où le mettre, quoi. Donc non, c'est ça. Et par contre, un milieu défensif qui est rarement décisif, là, en général, ils font beaucoup de AA. Et bien alors, ça dépend lesquels. Tu vois, tu as un bon exemple aussi, c'est Alan Varela de Boca Junior. Un profil comme ça, parce que tu en as qui font vraiment très peu de all-around. Donc, mais les milieux défensifs, ouais, c'est des bonnes cibles. Oui, enfin, ça dépend du profil, vraiment. Mais genre, le mec qui va te faire son 10-15 de all-around à chaque match. Et je trouve ça assez cool, mais tu as quand même beaucoup de milieux défensifs qui ont, je trouve, un scoring pas fou. Donc, moi, j'irais privilégier plutôt les milieux centraux, qui jouent centraux. Et plutôt, oui, quitte à choisir plutôt défensifs que les bons défensifs comme Alan Varela, plutôt que les milieux offensifs. Ouais, il est bien, Varela, il tourne toujours autour de 45-55, donc c'est bien. Il va pas non plus t'exploser ton L15, quoi. Ah, et puis IRL, il est fantastique, et c'est un joueur qui est suivi en Europe par Benfica, tout ça, qui est très très fort, qui est très très bon. C'est un peu, une petite pépite argentine que j'aime beaucoup, moi, Alan Varela. Et attaquant alors? Et le attaquant, plutôt attaquant avec du AA ou bien ou des attaquants c'est qui tout double? Je vais te donner l'exemple, tu as dû le lire en plus. Le top, en fait, c'est de prendre un joueur qui a une carte attaquant mais qui joue milieu. Pour moi, c'est vraiment la top carte pour la cape de 140. Un joueur, tu vois, je te donne l'exemple, tu l'as vu, c'est Latif Blessing. Les gens en parlent souvent là, les gens m'en parlent souvent. Ils disent un peu que qu'on est la secte de Latif Blessing, parce que je crois que sur mon Discord, c'est Jamaïcain, lui, c'est ça. Non, je crois qu'il est il est il est ghanéen, pardon, il est ghanéen, voilà. Oui, parce qu'il a eu un souci de visa avec sa famille, du coup c'est pour ça qu'il a raté les 2 derniers matchs d'ailleurs. Et c'est un joueur qui est donc milieu central, c'est un véritable charognard. Quand je dis charognard, c'est du bon côté, du bon côté, mordu, c'est vraiment
Ah ouais, il lâche rien. Moi, j'adore ces joueurs. C'est vraiment les joueurs que j'adore. C'est un peu comme les Griezmann qui font énormément d'efforts pour l'équipe. C'est pour ça que j'adore Kimmich. Ouais, c'est voilà, des travailleurs de fond. Ah non, mais c'est ça. Et en plus, il joue au Bayern, d'où son SO5. Mais Blessing, je t'invite à regarder jouer New England. Tu vois, tout a commencé avec Rémi, c'est Miko. Je crois que tu discutes un petit peu avec lui, qui est un de mes, qui est un des 2 amis avec qui j'ai commencé et que j'adore et que j'embrasse d'ailleurs. Il m'en avait parlé. Il était à LAFC fin de saison dernière. Et en gros, il me dit, je pense que ce mec-là va bouger. Je lui dis, je pense. Enfin, LAFC, ils veulent quand même le garder. On connaissait un petit peu la situation. Mais voilà, j'avais tendance à beaucoup. Voilà, Rémi, j'ai énormément confiance dans ses analyses. Il est très très bon en termes de data, d'économie, etc. Mais là, voilà, il me dit, je pense qu'il va bouger et tout. Et je l'avais pris, ce joueur-là. Et peut-être un mois après, il bouge à New England, quoi. Et on savait qu'il allait être titu, quoi. Et en fait, il a des cartes attaquants et milieu. Et du coup, on en a parlé à la commu. Et il y en a beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui encore, tu l'achètes même pas 0.05 en attaquant. Et c'est un attaquant qui peut te faire du 20-30 de A. Et quand tu le vois jouer, tu tombes un petit peu amoureux. Mais voilà, là, vraiment la bonne pioche. Et t'en as un autre, si t'es devant le PC. Bon, oui, t'es devant le PC de toute façon. Oui. T'as un petit jeune qui est super intéressant. C'est Nahuel Barrios de San Lorenzo. C'est un petit jeune. Bon, il est U23. Tu payes un peu la taxe U23. Mais c'est pareil, c'est un milieu plutôt offensif, lui, par contre. Mais qui a des cartes attaquants. Et c'est pareil, il fera toujours un all-around de 45-50. Tu vois, il arrivera. Et pour moi, c'est des joueurs que tu peux acheter aujourd'hui. Et tu sais que jusqu'à la fin de l'année, sauf sur perf ou quoi, tu les auras. Tu pourras les utiliser dans ta cap de 140. Donc pour moi, c'est vraiment les meilleurs profils. C'est un joueur dans ce cas-là. Et après, il doit y en avoir d'autres. Mais si je devais... Moi, j'aimais bien, j'avais pris dans ce cadre-là Dani Pereira, qui joue à Austin, mais qui est aussi U23. Lui, par contre, il est milieu défensif et il fait aussi pas mal de AA. Ouais, mais c'est typiquement les genres de joueurs. Le dernier match, par exemple, contre San Jose, il fait 56 points, donc 21 de AA, ce qui est quand même bien intéressant. Et il aussi toujours. Bah, après, je l'ai pas en SR. J'aurais bien voulu, mais il est un peu trop cher. Il a combien de L15? 57 quand même. C'est quand même un peu. Ouais, c'est un peu haut, mais après ça peut vite tourner. Mais ouais, des mecs qui font du all-around, c'est vraiment, c'est déjà jamais ils vont te fusiller ta line-up. Ou un gars comme Benjamin André en Europe. Ouais, en plus lui, il coûte que dalle, je crois. Il a un L15 de 53, tu vois, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment parfait, ça, ouais. Je trouve pour une cap, et il tourne toujours aux alentours aussi de 50. Parfois, ça lui arrive de taper même 70. Rien qu'avec son AA. Et il fait de temps en temps des matchs à 37, mais c'est assez rare. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord avec sa stratégie. Donc les profils, on en a parlé, mais je présume qu'il faudra quand même de la rotation. Ouais, comme on a dit, la profondeur, quoi. Tiens, mais un petit tips d'ailleurs par rapport à la rotation. C'est vrai que j'avais pas pensé. Moi, j'aime bien prendre par exemple, là, je te prends l'exemple du Racing en Argentine. En défense centrale, t'as Sigali et Piovi. En fait, c'est vraiment les deux défenseurs de base. J'ai des Sigali en rare. Ouais. Ah, t'as très très bon goût. Ça, j'en doutais pas, mais voilà, très très bon capitaine en plus de l'équipe. Et quand t'en as un des deux qui se blesse, ça va être, je te donne l'exemple, ça va être Insua qui va prendre le poste, en fait. Il peut même dépanner en latéral, mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être défenseur central. Et en général, il coûte vraiment que dalle, quoi. Tu vas le payer 0,01, 0,02, j'ai pas le prix sous les yeux, hein. Mais du coup, quand il y en a un blessé, en ce moment, par exemple, t'as Piovi qui est blessé pendant un mois. Sigali, il a 37 ans, ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis. Ou quand il y a une rotation en midweek et tout, tu peux l'aligner. Et en général, ces mecs-là, même si je crois que Insua, c'est pas forcément le super exemple parce que le cap doit être un peu haut, mais ce mec-là, si voilà, il est souvent remplaçant tout ça, et qui prend l'attitude sur, on va dire, peut-être 10 matchs par an, au niveau de ta cap, c'est intéressant, je pense, d'avoir des joueurs comme ça en profondeur, des doublures. Et pour ça, faut connaître un petit peu les clubs que tu suis, quoi. Tout à fait. Mais c'est un bon tips, j'aime bien. Ouais, je vois qu'il a un L15 à 51, et c'est vrai, 34 ans, donc pas cher. Parfait pour une cap de 140 SR ou rare ou limited. Il est en combien en rare, par curiosité? 0,025. Ouais, il est peut-être un peu monté avec la blessure de Piovi, justement, tu vois. Ouais, il était à 0,02 il y a 2 semaines. Ah oui, enfin, ça reste accessible quand même. Oui, ça va. Encore autre chose que tu veux rajouter? Non, après en matière, c'est vrai que j'avais un peu de matière de scouting, parce qu'on a déjà parlé des profils, quoi, mais ouais, faut bien prendre son temps pour trouver vraiment les bonnes cibles avec des L15 différents, quoi. L'anticipation, elle est importante. Tu n'as pas peur de surpayer, là, vu que les championnats sont en cours, que les championnats européens vont bientôt s'arrêter? Là, je pense que, après, j'allais dire par rapport à l'année dernière, mais est-ce que la vérité d'hier sera pas celle de demain, surtout avec le marché comme on le connaît? Après, à force de scouter, je
pense toi c'est pareil. Je pense qu'on connaît à peu près les prix des joueurs, le marché. Ça peut m'arriver de surpayer un petit peu des joueurs. Bon là après maintenant je passe en SR, donc ce que je dis c'est pas forcément, ça s'applique pas forcément à ma strat d'aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'ai acheté un joueur c'était optique long terme, donc je le paye 10-20 € de plus, ça me posait pas trop de problème, mais non après si tu as une vision long terme pour la cap de 140 dans la profondeur, que tu le payes un peu plus, s'il va te servir rapidement, je vais surtout voir l'utilité et ce qui va me rapporter derrière, quoi. Super. Que tu veux encore conclure par quelque chose ou pas? Ouais, si, la petite conclusion. Après j'arrête, mais je te parlais tout à l'heure d'un joueur qui est super intéressant. Le type de joueur, c'est Mancia. Si tu le mets à l'écran, tu verras qu'il était lui remplaçant derrière Velasquez et Dita. Justement, c'était le 3e homme en défense centrale, c'est un jeune. Et Velasquez a perdu sa place. C'est vrai qu'en suivant, voilà, j'ai pu le savoir assez tôt. Je crois que je l'ai payé 0,01, 0,02, je sais plus, j'ai payé vraiment que dalle. Et du coup, il a pris le poste alors qu'il avait que des scorbs et orange de remplaçant. Et lui, il m'a rapporté peut-être 4 paliers. Il m'a vraiment porté ma cap de 140 pendant 4 paliers, je crois. Et tu peux voir que derrière, il fait des 60, 70, 80 parce qu'il a pris une place de titu. Et je pense qu'on a le temps de profiter de joueurs comme ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'était Carrasco, je crois, je reviens sur lui. Ouais. Où même s'il te fait des 60, 70, t'en profites quand même pendant 4, 5, 6 matchs. Et ils vont te régaler pendant la cap, quoi. Et puis de temps en temps, ça permet de prendre une carte, quoi, en plus du palier, donc c'est tout bénef. Ouais. Ce qui permet aussi de compenser leur augmentation, tu vois, de notation. Tu vois. Quand il performe très très bien, c'est vrai que c'est pas génial pour la cap à moyen terme, mais s'il performe assez bien, non seulement tu prends le palier, qui est vraiment pas négligeable, mais en plus ça te permet de gagner des cartes T3, T4 qui sont vraiment utile et pour le coup revendable assez facilement en SR. Donc ça tu vas le découvrir quand tu gagnes des T3, T4 en SR, c'est assez fluide, assez liquide le marché parce que ce sont des joueurs qui sont recherchés justement pour les caps. Ouais, je le vois là. Je le vois qu'en ce moment je suis en train de rechercher et c'est compliqué d'en trouver. Et du coup mais pour il faut vraiment tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir comme tu scoutes, il y a aucun problème. J'ai confiance en mon scouting, mais après vraiment pour conclure, si juste mettre une petite phrase sur le rendement, je pense si tu mets en pratique voilà tous ces points clés, après j'en oublie sûrement et voilà, mais si tu as une certaine rigueur dans tes recherches, je pense que tu peux arriver aux 50-60%. J'ai envie de dire assez facilement oui et non parce qu'il faut de la réussite encore, mais il faut pas se décourager au bout d'1 ou 2 mois, il faut avoir vraiment une vision long terme et en plus de ta stratégie globale qui est d'optimiser logiquement à fond pour jouer de plus en plus de divisions possibles, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà, super. Merci Fabrice, génial. Avec plaisir. Bon, on a passé beaucoup de temps dessus. On va attaquer directement le questionnaire rapide, si ça te va. Ok, allez, ça me va. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare et les raisons pour lesquelles tu le ou les choisis. Je vais pas être original, mais le premier, je me voyais pas dire un autre joueur que Lionel Messi, quoi. Parce que ça fait 10-15 ans qu'il me fait rêver, qu'il m'a fait aimer Barcelone. Et je peux pas dire que j'aime pas Ronaldo, qui est un joueur incroyable aussi, mais Messi, c'est de la poésie, c'est du talent à l'état pur, même si c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui, là. C'est vraiment un joueur qui m'a fait kiffer, comme Mbappé aujourd'hui, quoi. J'aurais pu mettre Mbappé aussi aujourd'hui. Moi, je suis à 3 milliards de % d'accord avec toi. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre du foot. Autant, et Ronaldo aussi, gros bosseur, etc. Mais l'autre, c'est dans le sang, je sais pas. C'est un talent, tous les X, c'est exceptionnel. Ton plus beau résultat? Plus beau résultat, alors c'était pas des places de fou, là je crois que la meilleure place que j'ai fait c'est 12e en América et j'avais touché un gardien brésilien, c'est Fernando Miguel de Fortaleza, donc c'est je me rappelle plus la valo, je te dis honnêtement. Le vieux Miguel, mais le vieux barbu là, tu le vois? Ouais, je vois très bien. Je l'avais acheté il y a pas si longtemps, j'utilisais mais il était en balotage avec je sais plus quel gardien qui vient de débarquer. Ouais, c'est ça, Joao Ricardo là. Ouais. Et ils en ont recruté un 3e en plus. Je sais pas comment ils font pour le recrutement gardien, mais ils en ont recruté un 3e qui était possible titulaire. Je sais pas où ça en est cette histoire, je vais aller vérifier après, tiens. J'ai revendu, moi, trop de risques. Ouais, t'as bien eu raison. Mais sinon, mon plus beau résultat, je prends la globalité, j'ai 1.10 de palier et j'ai calculé, parce qu'on m'a demandé tout à l'heure aussi, ça fait je crois 36 paliers à l'heure actuelle, et quand t'enlèves les mois où j'ai pas joué pour faire de l'achat-revente saison, je trouve que c'est pour moi une belle réussite d'avoir accroché et farmé entre guillemets pour les réinvestir autant de paliers. Je suis assez fier, je t'avoue. Ouais, non mais c'est bien, il faut. Bon, on a parlé du up, est-ce que t'as un super down, super poisse à nous partager? Ouais, allez, j'en ai 2 pour rigoler, enfin j'en ai un, c'est vrai, c'est pas marrant, j'en ai une autre un peu plus marrante. J'ai Joao Paulo qui jouait à Seattle, qui jouait à la CONCACAF l'année dernière, je l'achète le lundi
pour la midweek. Il se fait les croisés le mercredi. Et j'avais hésité à l'acheter à la place de Lucho Acosta. Tu vois, mes deux potes, j'hésitais entre les deux. Il y en a un qui me disait Joao Paulo, l'autre Lucho Acosta. J'avais choisi Joao Paulo et il s'est fait les croisés. Lucho Acosta a fait une saison de malade mental, quoi. Donc voilà, c'était un choix que j'ai regretté et j'ai pris Lucho Acosta. J'ai pris ma revanche il n'y a pas très longtemps et ça m'est arrivé aussi avec un joueur d'Héraclès qui se fait le croisé le lendemain. Je paye 0,08 le lendemain, il se fait le croisé et il descend divisé par 4. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Ça, c'est vraiment une anecdote pas marrante. Tu vois, il n'y a rien de marrant en fait. Non, mais bon, c'est comme ça. Mais je crois que les gens se reconnaissent, tu vois. Mais j'en ai une si tu veux un peu plus marrante. C'est pareil, rapide. Et je pense que ça va rappeler des souvenirs aux gens aussi. C'est une enchère que j'avais ratée sur un gardien remplaçant de MLS. Je voulais poser 0.008 et j'ai posé 0.08. Je me rappelle même plus du nom. C'était en MLS juste avant le début de saison. Donc moi à mon niveau, voilà, c'est quand même. Voilà, c'est x10 quoi. Et en fait, je l'ai acheté et ce gardien, il n'y avait pas beaucoup de ventes. Et t'as des gens qui ont cru que j'avais des infos ou je sais pas. Et derrière, ça a acheté à 0,06, 0,07. Et donc, moi, je les trade à Pavel au final, moi. Derrière, parce que ça se revendait plus. Mais je les trade au final à 0,07, un truc comme ça. Donc, en fait, j'ai quasiment rien perdu. J'ai eu de la chance. Alors, c'est marrant pour moi, mais mais peut-être un peu moins pour les autres, quoi. Ouais, mais donc finalement, c'est pas vraiment un coup de poisse, quoi. C'était non, mais début, une mauvaise manip et puis finalement, ça s'est bien goupillé. Ouais, le soir tard, voilà. Ne faites pas d'enchères, les copains. Attendez le lendemain. Mais ça va, tu partages tout ça à ta femme et tout, et c'est bon, il y a aucun problème de ce côté-là. Non, ma femme, vraiment, c'est un pilier pour moi. De toute façon, dans la vie ou dans tout ce que j'entreprends, c'est vraiment une force immense pour moi. Et c'est pareil, il y a un truc, je me rappelle quand je tournais les brefs, c'est vrai que les gens aiment beaucoup les brefs. Et je fais donc des petites scènes, des fois où je me balance sur mon fauteuil, où je me balance des verres d'eau, tout ça. Et ça arrive qu'elle soit derrière et qu'elle explose de rire, elle se fout de moi, clairement, tu vois. Et ça fait qu'on se tape vraiment des grosses barres de rire. Et ça, c'est un peu making of, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on se marre bien aussi quand je fais les brefs et quand je fais un peu n'importe quoi, quand je me balance un verre d'eau sur la tronche, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est la première à rigoler derrière la caméra, quoi. Ouais. Je voudrais bien voir ça. Tu voudrais pas, rassure-moi. Non, je rigole, mais oui, on se marre bien en tout cas. Ton joueur à suivre? Le joueur à suivre, alors c'est un joueur qui m'a fait une très grosse... J'en ai deux, je te les donne rapide, qui m'a fait une très grosse impression avec Vancouver, c'est Simon Bécher. Alors je vous invite c'est un jeune de 18-19 ans, je sais plus exactement. Je vous invite à le suivre, moi il m'a fait très forte impression, ouais, même si... Ouais, il a un peu plus de mal là sur les deux derniers matchs, mais c'est un joueur qui a pour moi un gros talent, et je pense qu'on va en entendre parler, j'espère cette année. Et le deuxième, c'est un que j'en parlais déjà l'année dernière, c'est Santiago Moreno de Portland. C'est pareil, c'est un mec qui a quelque chose en plus que les autres joueurs. Pour moi, je trouve techniquement, j'adore les joueurs techniques et lui, c'est un bonbon et je me régale. Et j'espère qu'il va retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière cette année. Et la classique maintenant. Si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, tu bois quoi comme bière déjà? Je dirais. Et toi, tu bois quoi comme bière? Parce que là, tu viens sur mon sur mon terrain. Je vais me faire bâcher parce que moi c'est mon côté un peu féminin. C'est vrai que j'adore plutôt les lèvres rouges, des trucs comme ça ou les. Ah oui, les fruités. Ouais, donc ça fait un peu on se fout un peu de moi entre mes potes. Mais bon, moi t'es excusé, tu viens de Bordeaux, le raisin et tout, je comprends. Merci, voilà. Et surtout je bois pas de vin rouge, tu vois. J'ai du mal avec le vin rouge. Moi, c'est beaucoup rosé et le loupiac, les trucs comme ça, les vins blancs moelleux ou liquoreux. Moi je suis plus dans ce délire là ou le whisky ou des trucs comme ça. Là, pour le coup, ça c'est sec. Mais après, je me dis, tiens, il est dans le sucre. Tu fais le rapport avec les pâtisseries que tu fais à côté, tu vois. Donc, fort sucré, fort fruité, sucré. Ouais, c'est ça. Mais le whisky, par contre, c'est pas la même chose. Non, avec des. À moins que ça soit style Bourbon ou. Un peu caramélisé. Les vieux whisky ont un peu le goût de caramel et j'ai eu l'occasion d'en goûter, mais dans les hôtels étoilés dans lesquels j'ai travaillé, et c'est un bonbon, quoi. Mais ma femme, tu vois, comme j'en parle souvent, mais est là pour quand même me contenir et grâce à elle, j'ai quand même comme tu disais tout à l'heure, je suis devenu flexitarien et je mange beaucoup moins de conneries qu'avant. Donc merci à elle encore une fois. C'est bien. Ouais. Et donc à part lui poser la question, qu'est-ce qu'il boit comme bière, voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Tiens les cacahuètes, je vais faire le relou, mais en gros déjà un gros merci déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, de nous faire kiffer avec ce jeu. Comme je t'ai dit, après je suis optimiste, donc je suis peut-être pas le mec le plus objectif de la terre pour parler de Sorare, mais t'as le droit d'être comme tu es. Ouais, voilà, et puis mes potes même pour ce que je suis, donc ça va, mais voilà, déjà je lui dis un grand merci de nous faire kiffer. Après, si
en matière de tout ce qui est licence, de toute façon, lui, il a dit que comme ça, il restait pour le moment, voilà, qu'il voulait pas signer d'autres ligues, donc ça, moi, c'est très cool. En matière de gameplay, j'adore cette stratégie des caps. Ni ligue, ni sport, c'est ça. Hein. Ni ligue, ni sport, même si le prochain, ça serait cool qu'on signe le tennis, s'il te plaît, monsieur Julia. Le tennis, mais dans 1 an ou 2, c'est cool, ça va, on a le temps. Qui font le foot, NBA et la MLB aussi en attendant. Voilà. Sur le gameplay, après, moi, je te dis, comme j'ai du temps à consacrer à ça, je suis très content d'avoir les caps, de continuer dans cette direction-là, mais sans enlever les autres, les divisions Europe et les divisions régionales. Elles créent d'autres, je pense, divisions. Là, je te donne des exemples, c'est des bêtises, mais genre les Over 32, par exemple, que les gens avaient bien aimé. Ils en avaient parlé à l'époque. Ouais. Et ouais, ils en avaient parlé en plus. Ouais, et puis ça a été abandonné. Ils en avaient fait une, même, je crois, non? Et, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, faire un peu des divisions qui sont une fois de temps en temps, tu vois, genre tu mets une cap 200 demain, tu vois, les gens ils vont se prendre la tête, tu vois, mais j'avais fait un tweet un jour où j'avais dit donnez votre division un idée de division, et j'avais eu une 30aine de réponses et il y avait des trucs mais génial, et j'avais même envoyé Paul sur Twitter, je crois que je lui avais envoyé pour dire la commu a de belles idées, et c'est assez cool, donc voilà, en termes de gameplay il y a tellement des Game Week spéciales, tu sais, comme ils font là, ils en font une avec l'Olympique Lyonnais là, avec Torque, etc. Je trouve ça très cool aussi, et des divisions avec des classements généraux sur 1 mois, sur 2 mois, c'est même plus des divisions mais c'est des classements, mais ça je crois que ça va être mis en place. Mais il y a tellement de trucs à faire, et les expériences IRL aussi sont très cool, donc très cool tout ce qui est développé, donc voilà, de continuer dans ce mood là, on va dire. Et alors, pour revenir, tu parlais du gameplay, vite fait, tu penses quoi du Lister Play? Le Lister Play, très, très positif, ouais, pour passer 30 secondes dessus, vraiment très positif. Je trouve qu'au final, en fait, on a déjà vu les premiers effets, en fait. Quand tu vois les T0, T1, moi j'ai l'impression que ça leur a redonné. J'ai un pote ce matin qui me disait, regarde Kimmich depuis le Lister Play. Il est passé de 1 Ether à 1.6 par exemple. C'est un exemple, vraiment, ça ne veut pas forcément dire, mais j'ai l'impression que T0, T1, ça, voilà, t'as beaucoup moins de cartes sur le marché, et je trouve ça complètement plus logique de pas pouvoir vendre un joueur que tu utilises, et ça fait plus de l'AR up and down sur les gameplays, donc très positif, et c'est vrai que toi tu m'as pas dit ce que t'en pensais, ça m'intéresserait de savoir aussi. Écoute, moi je trouve ça aussi logique. J'avais réagi sur Twitter en disant j'aimais beaucoup le fond, c'est-à-dire que les deux décisions pour moi étaient totalement cohérentes, c'était juste la forme. Je me dis la forme, ils auraient pu montrer ça ou le communiquer un peu avant, etc. Mais sur le fond, c'est aussi tout à fait logique. À partir du moment où tu alignes une équipe, je trouve normal que tu ne puisses pas vendre le joueur et que ta line-up soit toujours entre guillemets vivante. C'est logique. Honnêtement, ça aurait dû être comme ça, je pense, depuis le début. Parce que c'est après, je suis pas un grand spécialiste aujourd'hui des autres jeux de fantasy, mais apparemment c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup d'autres jeux. Mais pour faire la comparaison avec un autre jeu de fantasy dans lequel je suis sorti il y a plusieurs mois, c'était Ultimate Champions. Et Ultimate Champions, qui est un peu le parent pauvre de Sorare, et j'aime pas trop le design, etc. Mais j'avais mis quelques billets dedans aussi, c'était pas mal au début. Mais là par contre, tu vois, si tu mettais un joueur en vente, tu pouvais pas le mettre dans ta line-up. Donc c'était impossible de créer ton équipe, ta line-up, si tu avais un joueur qui était en vente. Et à partir du moment où et pour moi c'était logique, c'est normal. Complètement. À partir du moment où tu décides de t'en séparer, c'est normal que tu puisses pas l'utiliser. Après, il y a beaucoup de managers qui mettaient les cartes en vente en disant ouais, mais voilà, si ça part au prix cher, tant mieux, je pourrais peut-être leur acheter moins cher avant. Voilà, ces calculs aujourd'hui, c'est plus possible, et d'un côté, je trouve ça pas mal. Ouais, pour moi tant mieux aussi. C'est vrai que y a beaucoup de personnes qui se sont, et je le comprends à juste titre, qui sont pas contents par rapport à la baisse de Valo. C'est une décision qui enlève ce que disait Paul sur un live de Jobs, qui enlève de la pression vendeuse. Donc ça va totalement dans le sens de stabiliser le marché, et j'ai l'impression que certaines des mêmes personnes de t'attacher à tes cartes, et finalement que le SO5, que vraiment le côté fantasy prenne le dessus sur d'autres stratégies finalement. Ouais, c'est ça, parce que certains qui étaient pas contents en gros, et je parlais avec, et je leur disais mais ça va changer quoi pour toi, tu t'en fiches, tu gardes tes cartes de toute façon. Et derrière ça s'adoucit, mais à chaud les gens ont l'habitude un peu de râler rapidement. Ouais, moi je râlais uniquement sur la façon dont on communique
communiquent les choses, tu vois, d'avoir un peu de pédagogie, d'expliquer qu'est-ce qui les ont amenés à prendre telle ou telle décision au lieu de boum, voilà, de but en blanc, à partir de la semaine prochaine c'est comme ça, dans 10 jours c'est comme ça, il y a la taxe, il y a les machins, mais finalement c'est tout à fait logique et ça va dans le bon sens, on va dire ça. Il y a encore quelque chose que tu t'aurais voulu rajouter avant d'attaquer la dernière partie qui est les questions-réponses sur Twitter? Ah oui, exact, j'avais oublié les questions-réponses. Non, après, c'est pas du tout toi que je visais, non, mais je l'ai pas pris pour moi, tu sais. Ah oui, non, j'espère bien, parce que c'était pas du tout le cas, mais non, après, non, c'est tout, je vais pas déblatérer, mais c'est vrai que les gens étaient... quand ils l'ont sorti, ils ont dit ouais, vous nous mettez ça dans la tronche entre guillemets, mais vous nous donnez rien en échange. Le problème c'est que si on te dit on met le list play taxe secondaire, mais les gars on va plus redistribuer. Mais si dans un mois ils redistribuent pas plus, et là ça va encore plus gueuler. Donc faut mieux, moi je préfère qu'ils te mettent ça en place et que derrière ils voient ce qu'ils peuvent faire et derrière ils le font. Mais voilà, ça aurait été une erreur, je pense, de dire on vous donne ça, on prend ça mais on vous donne ça. Je pense que voilà, pour moi que ce soit le list play ou la taxe qui va arriver là d'ailleurs demain je crois, je sais même plus quand c'est, le 5 mai, non pour moi c'est des trucs très positifs pour l'écosystème Sorare. Et si t'aimes le projet et que t'es là pour le long terme, les deux nouvelles mises à jour de nouvelles règles sont très positives pour tout le monde. Voilà. Bien, je te rejoins aussi là-dessus. On est d'accord sur tout, faut faire. Ouais, finalement, il n'y a pas trop de désaccords, c'est bien. Tu pourras revenir. en live Twitch, alors. On verra. Alors, question-réponse. Je les prends un peu comme ça. Chocolatine. Ouais, pas en chocolat ou chocolatine. Mais je sais, dans le sud-ouest, là, vous êtes matrixé par la chocolatine. J'ai de la famille à Toulouse et il m'a dit, tu veux une chocolatine? J'ai dit, non, je veux pas des chocolatines. Ou un cannelé. Oui. Là, t'es plus proche. Mais faut que les gens, honnêtement, non, en parlant sérieusement, je voudrais que les gens viennent goûter une chocolatine et ils verront que c'est meilleur qu'un pain au chocolat. Ok, écoute, quand je viendrai à Bordeaux, tu me feras goûter. On fait des promos en plus. Ouais. Meilleur que le pain suisse au chocolat, parce que là, le pain suisse 100% chocolat, c'est bon aussi. Ouais. J'ai jamais goûté, mais j'ai un pote qui m'en avait parlé une fois et ça avait l'air quand même assez fameux, quoi. Je t'ai envoyé une chouette vidéo sur que j'avais trouvé sur YouTube. Non, pas que j'avais trouvé, que mon neveu de Toulouse m'avait montré. J'ai explosé de rire avec le débat, un dessin animé autour du débat pain au chocolat, chocolatine. J'ai rigolé ça m'a bien fait marrer. Et je voulais la mettre, tu vois, au début de mon live et c'est vrai que je l'avais pas mis, mais elle m'avait bien fait marrer aussi cette vidéo-là. Ouais, beaucoup de créativité autour de ce débat. Alors, question de Coxidje. Coxidois, donc c'est un Belge, il vient de Coxide, il vient de la côte. Donc tu viens quand en Belgique? Donc plus sérieusement, comment tu deals-tu avec ta famille au sujet des nombreuses heures consacrées à Sorare? Mais bon, si j'ai bien compris, t'as une femme qui te soutient et dans tous tes projets et aussi dans la création de contenu. Ah mais sans elle, ça serait pas possible, clairement. Après, j'ai mon côté aussi vie perso où je coupe aussi déjà le week-end. C'est vrai que je m'organise un petit peu comme un travail, entre guillemets, entre la création de contenu Sorare et la création de contenu hors Sorare qui va arriver. Mais oui, sans ma femme, rien serait possible et j'y passe pas mal d'heures. Après, bon, ma petite va à l'école maintenant, donc la journée, je suis assez tranquille. Mais c'est vrai que pendant les vacances, je sors beaucoup moins de vidéos. Je suis moins connecté, même si je le suis quand même toujours plus ou moins. J'ai moins la tête à Sorare et le week-end. Je pense que toi, c'est un peu pareil. Le vendredi, on va peut-être manger un peu de foot, le samedi aussi. Moi, le samedi soir, je bouffe la MLS et le dimanche, après, j'arrête parce que je fais overdose. Moi, c'est plus l'après-mmidi. Le soir, non, on regarde des films, on sort, mais l'après-midi, le week-end, là, ça va. Ça passe. Voilà. Donc, j'arrive à dealer avec ma femme et avec beaucoup de questions. Je devrais en sélectionner. Alors, si tu veux, je vais répondre rapide si tu veux. Et c'est vrai que j'aime bien répondre à tous les copains. Donc, question de DB. Quel est ton business model sur Sorare? Est-ce que tu retires régulièrement? Donc, tu as répondu déjà à cette question. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans les vidéos YouTube? Tu l'as aussi dit. Et si tu gagnes beaucoup? Bon, tu peux répondre à cette question-là. Je présume que... Oui. Voilà, je suis totalement transparent. T'es millionnaire avec ça, grâce à ça, je présume. Milliardaire. Alors, j'ai mon yacht dehors. Non, mais... non, honnêtement, sur YouTube, depuis que je suis monétisé, parce qu'il faut 1000 abonnés, 4000 heures de vues, donc ça a été peut-être cette année, j'ai dû gagner 80 € qui ne sont pas débloquables parce que j'ai rien déclaré. Donc en gros, voilà, je m'en fous de gagner de l'argent sur YouTube. C'est pas, j'enlève maintenant les pubs pour justement les gens ne se tapent pas de pubs parce que c'est un truc qui me saoule foncièrement les pubs. Donc voilà. Donc non, je gagne que dalle avec YouTube.
Ouais. Question de Renan 29. Quels sont tes objectifs financiers sur le jeu? On sait que tu es surtout là pour que tu kiffes le jeu, mais je suis certain que tu t'es fixé des objectifs. Ton objectif, tu confirmes, c'est de développer ta galerie et aligner de plus en plus d'équipes. C'est ça. Voilà, exactement. Voilà, très bien. C'est ça. Ok. Question de Papin le Bref. C'est pas mal comme pseudo. Est-ce que tu accepterais de faire une vidéo YouTube après ton passage sur Mediasorare? Bref, je suis passé chez Mehdi. Oh oui, je pourrais, mais le truc c'est qu'il me faut des points négatifs et des points positifs. Là, malheureusement, j'ai eu que des points positifs. Ouais, je vais t'en envoyer des négatifs, tu vois. Vas-y, banne-moi un peu. Non, mais c'est vrai qu'il me faut des up et des down. C'est vrai que pour faire un bref, faut passer un peu. Et là, je vois pas ce que je pourrais dire de positif. Même toute cette semaine, on s'est parlé, c'était un régal. Mais je pense que. Tu as dit positif là, tu vois, t'as dit, je sais pas ce que je pourrais dire de positif au lieu de négatif. C'est vrai, tu vois, mais le lapsus, j'ai passé 3 sales moments, quoi. Là, je sais pas ce que je pourrais dire de négatif. C'est vrai que toute la semaine, on s'est régalé et même côté jardinage. Et non, le prochain bref, je l'ai déjà en tête. Je pense que ça va être bref. J'ai été en super rare, ou un truc comme ça, tu vois. Ça va être, je pense, parler de super rare. Mais non, faire un bref avec toi, faudrait trop de trucs, trop de up and down que j'aurais. Il a vendu. Non, allez, je rigole. Allez, prochaine question. Elliot Elkoy, que penses-tu de l'achat-revend dans le contexte actuel de Sorare? Penses-tu que les cartes Europe vont encore descendre d'ici la fin de saison et vont-elles remonter au commencement de la prochaine? Voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais par contre, ton avis sur l'achat-revente dans le contexte actuel, avec le list or play, etc. Je pense qu'il y a une nouvelle stratégie. C'est vrai qu'il y a les personnes qui n'étaient pas chauds au début de l'Histoire Play, ils sont, je prends l'exemple de mon pote belge sur Twitter QTN. Donc honnête, très rapidement, il s'est dit, ok, je fais de l'achat-revente, ok, je vais revoir ma stratégie et je pense qu'il y a des nouvelles stratégies à avoir. Après, je suis plus du tout dans ce délire-là, donc je pourrais pas dire, mais même si je pense qu'on peut toujours plus ou moins en faire. Et pour les cartes rock, comme tu dis, avec le marché, on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer. Je pense qu'on est sur un bon plus bas. Après, est-ce qu'en juillet, ça sera plus haut? J'en sais rien du tout. Je vais pas dire de bêtises. Moi, je pense que ça va quand même continuer encore un peu à descendre. Et puis, on va acheter. Quand les championnats vont venir. Moi, j'achète pour le moment. Moi, personnellement, ma stratégie, c'est acheter des joueurs européens là pour le moment. Et pas américains ni Asia pour préparer justement la saison prochaine. Mais bon, voilà, c'est ma stratégie à moi et je peux peut-être complètement me louper. Dans 2 mois, les prix sont encore plus bas. Écoute, on verra bien. Je suis là pour le kiff aussi maintenant. Alors, question de Adida Victor. Donc, tu posais pas mal de questions sur les paliers, les caps. Tu as tout répondu. Sauf que non, et là, t'as tout répondu. Par rapport à ta stratégie, t'as développé en long et en large. Question de Furst Florian. Penses-tu constamment réinvestir tes gains sur des cartes? Oui. Comptes-tu sortir une partie? Je présume que c'est non. Pam Fableg. Quels sont tes futurs projets objectifs relatifs à Sorare, hormis la bascule en SR, YouTube, Twitch? Tu comptes continuer de la même manière? Oui, je compte me caler. Tu vois, je fais le MLS Brunch Time avec mes 2 potes, Thibaut et Nélim, que tu reçois logiquement. Je sais plus. D'ici quelques jours. Spoiler. Ouais, c'est le prochain invité, Nélim. Ouais, c'est super mec comme Thibaut. Donc je me régale à faire ça. Donc ça va être ça jusqu'à la fin de la saison et je vais essayer de faire une vidéo en plus sur, ça peut être surtout du fun. Je vais vraiment m'axer sur du fun et c'est mon contenu hors Sorare, ça sera aussi du fun, mais je vais continuer Sorare parce que j'adore ça et voilà. Et Twitch le vendredi matin, quoi qu'il arrive, tous les vendredis matins, et je vais essayer peut-être d'en faire un autre live Twitch. Là, t'as quelle fréquence sur YouTube et sur Twitch? YouTube en général c'est 1 ou 2 vidéos par semaine, j'essaye 2, et Twitch c'est tous les vendredis matins depuis que j'ai commencé, à part quand ma petite est en vacances. Ah bah ouais, c'est important. Et je sais plus l'autre partie de la question. Donc tes futurs projets relatifs à Sorare, mais tu as expliqué, voilà, et la SR et tout ça t'as expliqué. Alors il y a question de Johan Alain. J'ai vu qu'il en avait posé pas mal, mon poteau. Ouais, on sait que tu ne te prends pas au sérieux. Et du coup, est-ce qu'une émission en vision humoristique sur ta chaîne pourrait être une solution pour toi? Comme bref. Oui, clairement. Je suis là, plus ça va, plus je me dirige vers le fun. Là, j'ai 2 vidéos en cours qui vont être très fun et qui vont me ressembler, quoi. Ok. Alors, la deuxième question, c'était: tu as changé de stratégie une nouvelle fois dans une vision long terme. N'as-tu pas peur? Non. Je pense ça pas. Va. C'est un risque. Tu vas pas sembler être un invité peureux aujourd'hui. Alors, la troisième question qu'il avait, c'était: comment ton entourage se comporte-t-il avec le fait que tu te consacres à 100% à Sorare? C'est pas tout à fait vrai parce que tu as expliqué que tu avais un gros projet en préparation. Serais-tu prêt à vendre des pains au chocolat en cas de coup dur? Ça va être compliqué.
Jamais de la vie, je prends des chocolatines au pire. Mais... Ok. En plus, tu pourras les faire. Je présume que tu sais en faire, non? Oui, j'en ai fait, mais ça commence à remonter. Tu vois, il faudrait que je me reçoive la recette. Ça revient vite, tu connais. Bien sûr. Comme le vélo, on n'oublie pas. Ouais. Non, Et ça, c'est une question intéressante. C'est pas que les autres n'étaient pas intéressantes, mais on avait déjà abordé lors de tout au long du podcast. En tant que créateur de contenu, comment supportes-tu les pessimistes du jeu? Car il est vrai que tu es long terme, la négativité de ces gens t'en fait-il douter? Alors non, ça m'a jamais fait douter parce que souvent on me le dit ça, tu vois, c'est vrai que j'ai beaucoup cité mes potes, mais parce que c'est super important dans mon aventure. On a une commu qui nous ressemble et c'est totalement vrai. Et autour de moi, même si j'ai des potes qui sont des fois un peu pessimistes, tout ça, je suis tellement moi optimiste, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et tellement sûr de moi que non, ça m'a jamais... j'arrive moi à prendre du recul sur pas mal de trucs et si t'as du recul, une vision long terme et que t'es à l'aise avec ton invest, c'est vrai que ça, t'entends, c'est une phrase bateau, mais c'est quand même assez vrai. Tu vois H2OK qui a je sais plus combien en galerie et tu sens que il kiffe parce qu'il est aussi à l'aise avec son invest, quelqu'un qui est bref, ça c'était juste c'est un point moi comme je l'avais mis, j'étais pas à l'aise et surtout je sentais que la chute n'était vraiment pas loin. J'ai préféré tout ressortir et j'ai vraiment tous les jours, il y a des gens qui me disent ah mais dis t'as bien fait. Honnêtement, genre je sais plus combien de messages, je dis ah mais finalement t'avais bien fait. Je dis ben oui, mais après ça aurait pu se passer différemment, mais j'étais vraiment au fond de moi intimement convaincu que ça allait se dérouler de cette manière-là. Et puis le fait de rentrer et de reconstruire une galerie pour 3-4 fois moins cher, c'est un choix, mais encore une fois, chacun stratégie. Pour quelqu'un un invest de 500 €, c'est énorme, pour d'autres 20 000 c'est pas grand-chose. Donc chacun voit midi à sa porte et il agit en fonction de son ressenti et de son exposition et tout plein de paramètres, quoi. Ouais, exactement. Je pense que si vraiment t'es à l'aise avec ton invest, t'as une vision fun du jeu et tu kiffes, et si par contre t'es là pour te dire je vais retirer dès que je peux, là c'est plus compliqué, et même si tu peux y arriver, mais non, oui, t'as des pessimistes, de toute façon t'en as partout dans tous les domaines de la vie, mais je suis un optimiste né mais même dans ma vie de tous les jours, donc ça je vais pas, je me laisse pas influencer en gros par des avis négatifs. Et si vraiment tu as des avis irrespectueux, parce que je les entends, les avis négatifs, je peux répondre et tout, mais si c'est respectueux, je vais juste bloquer et maintenant ça... Exactement. Ouais, ça m'impacte pas, quoi. On va pas se prendre la tête pour rien. Exactement. Ton mot de la fin? Un vrai kiff d'avoir fait ce podcast avec toi, et même les jours d'avant, d'avoir tout simplement échangé avec toi et de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer plus que ce que je le fais. C'était une chance de t'avoir. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Et vraiment, de l'explication de tes stratégies, je pense que ça va pouvoir servir à pas mal de managers. Et puis je t'enverrai l'invitation sur le Discord Sorar Permaculture. Ah oui, j'y tiens vraiment, tu vois, j'ai failli te demander il y a 2-3 jours, mais je me suis dit c'est peut-être un clan fermé, tu vois, donc j'ai pas trop osé. Non, c'est une secte, mais comme les autres, donc ça va, on accueille les convertis. Ouais, nous, on est la secte Latif Blessing chez nous, donc ça se passe bien et on aime les sectes. Mais ouais, avec plaisir que je prendrai cette invitation, et encore une fois, un gros merci, parce que c'était un vrai kiff de ce moment passé avec toi, et merci à Laurent qu'on n'oublie pas, qui gère le son et qui est super tout sympa, le taf derrière. Ouais, qui te met bien dans le truc au début. C'est vrai que les hommes de l'ombre, on oublie trop souvent que les Iniesta, les Xavi, tu vois, ils sont là et c'est eux qui font les passes D, quoi. Exactement. Super. Merci beaucoup pour cette conclusion et pour ce moment, Fabrice. Ouais, merci à toi, Mehdi. Passez une bonne après-midi. Encore merci à Fabrice et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar. Le premier podcast francophone dédié à Sorar.